Aujourd'hui, on est en présence de Thibaut Marty. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Du coup, Thibaut, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais? Globalement, moi, je suis un entrepreneur déçu. J'aime bien commencer comme ça parce que ça met bien dans l'ambiance. Moi, j'ai commencé à entreprendre très tôt, vers mes 25 ans, parce que j'étais pas capable d'être dans le salariat. Enfin, j'ai fait 6 ans de salariat avec l'alternance, ça c'est mal fini. Et après, j'ai créé des boîtes et j'ai compris aussi que le côté startup, ça allait mal se finir aussi. Donc, le moment où j'ai basculé, c'est que j'ai trouvé, on va dire, le no-code. Et c'est ça qui m'a en partie globalement sauvé. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai créé Auto, justement pour apprendre à tout le monde à utiliser des outils no-code comme Bubble pour permettre justement à tous de changer de vie et en tout cas de pouvoir enfin créer des produits qui nous plaisent. Ok. J'aimerais un peu revenir du coup sur le côté, tu dis entrepreneur déçu, et donc en fait il y a plein de choses dans ton parcours en fait qui t'ont mené à ce que tu fais maintenant. Ouais. Le premier c'est ton alternance. T'as fait une alternance dans quoi? Ouais, alors je vais même revenir globalement Plutôt. avant, c'est en gros, si tu préfères, j'ai fait un DUT-TC, donc j'ai fait l'erreur de suivre une ex dans une ville qui ne me correspondait pas, dans des études qui me correspondaient pas, sauf un cours, c'est le cours d'entrepreneuriat. Et si tu préfères, en sortant de ça, alors c'était la grande époque des manifs contre le CPE, etc., des blocages de fac et de DUT, donc c'était vraiment une année. C'était 2 ans gratuits, quoi, en quelque sorte. Tu vois, je suis revenu sur Marseille, parce que j'habite sur Marseille, et je me suis dit, mais genre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, genre, je reviens, on m'a dit, tu vas finir caissier, quoi. Enfin, tu peux pas prétendre à grand chose, tu préfères en sortant de ça. Et globalement, je me suis dit, ok, j'aime bien les ordinateurs depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment, vraiment souvent fait de l'ordinateur. Enfin, ouais, Internet, ça a été vraiment une révolution pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup joué aux jeux vidéo. C'était un truc qui me plaisait énormément. Et en tout cas, ma vision de l'informatique de l'époque. Et quand j'ai fait école d'ingé, j'ai été accepté en école d'ingé sur le côté compétences justement marketing. Et en fait, dans cette école d'ingé, on faisait un peu de code, donc sur une des branches. Et moi, c'était pas la voie que j'ai suivie, c'était la voie du marketing, donc avec le côté gestion de projet, le côté maîtrise de pas mal d'outils marketing. En fait, on nous apprenait à gérer des devs, tu vois. Okay. Et il y avait un petit aspect création de projet, mais vraiment, vraiment tout basique. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où justement cette école était en alternance. Et à côté, j'étais dans des agences marketing web, globalement. Donc j'ai fait des grosses agences comme Leroy et qui a été racheté par Aiko. Aiko, qui est assez connu quand même dans le milieu. Et j'ai fait après d'autres petites boîtes et ça pendant 6 ans. Et franchement, au bout de 6 ans, l'enfer. Enfin. On va dire, je pleurais le dimanche soir, tu vois. C'était vraiment arrivé à un niveau où c'était impossible. Après, je suis tombé avec des patrons qui étaient un peu cons. Mon ex-patron, si tu m'écoutes, c'est un plaisir. Salut. Mais qui est passé jusqu'au burn-out, menace physique. Enfin bref, ça a été loin, tu vois. Et en gros, je me suis dit plus jamais. Et à mes 25 ans, après la suite d'un startup week-end en fait que j'avais gagné, j'ai tout lâché. Et j'ai joué à l'entrepreneur pendant la première année. Je pense comme beaucoup d'entre nous font. Et au bout d'un an, j'ai commencé à comprendre que c'était du grand n'importe quoi. Alors je dis entrepreneur déçu parce que je me suis aperçu que tout ce qu'on te vend dans le côté startup, c'est quand même pas mal de la merde. Désolé, alors je dis ça à toutes les personnes qui m'interviewent. Désolé pour votre monétisation. Elle risque de prendre très cher. Je suis désolé. Surtout sur YouTube. Mais en gros, y a des mecs qui se font balader quand même de ouf. Sur Marseille, notamment, moi je me suis pris la tête. J'ai été accéléré. Je me suis pris la tête avec la personne qui m'a accéléré parce que c'était vraiment à la gueule. C'était vraiment un petit peu... beaucoup de vices dans ce genre d'écosystème. Ouais. Et non seulement du vice, mais aussi, en fait, tu t'aperçois que t'es un client, en fait. Et non seulement t'es un client pour les incubateurs, mais le modèle, il est pas forcément clair pour les incuber. Alors c'est bien parce que effectivement tu te fais bien incuber. Alors ça c'est net effectivement. Je pense que je vais faire un site. On va bien d'incuber, va bien de se faire incuber. Enfin tu vois il y a vraiment des trucs, des jeux de mots à avoir parce que justement la douille elle est énorme. C'est que non seulement on t'aide pas à créer ton produit, on donne aucune matière qui est là liée au produit. On te donne des chemins à faire qui sont un peu bidons, genre business plan. Enfin je l'entends encore ça malheureusement. Je pensais que c'était fini. Ouais. Et en fait, malheureusement, j'entends encore ce côté business plan, va récupérer de l'argent pour ensuite prendre des devs. Je suis en mode, ok, ça c'est le Moyen-Âge d'ici, tu vois, il y a vraiment un truc. Et en fait, tu comprends très bien pourquoi en fait c'est comme ça. Quand tu creuses un peu, c'est que tu t'aperçois que les incubateurs, ils ont des deals avec
potentiellement l'agence qui est chez eux ou l'agence du coin qui leur refile des fonds. Ils sont en deal avec des agences comptables, enfin des boîtes de comptabilité, avec des avocats, avec plein de services annexes qui te présentent ça comme des privilèges. En fait, ils deviennent apporteurs d'affaires pour eux. Et donc, quand tu vas prendre, sachant qu'un avocat en moyenne, c'est quand même un contrat entre 1000 et 2000 balles avec selon ce que tu fais, bien sûr, on va te vendre la recherche de marque, etc. Bref, un nombre de services qui est pas forcément utile, mais qu'on va t'amener à faire pour que tu dépenses, une fois que tu auras pris ton crédit bancaire, que tu dépenses un maximum de services pour que tu meurs à peu près 1 an plus tard. Et ça, si tu préfères, je trouve que les incubateurs sont de plus en plus des cimetières. Alors attention, je dis pas que tous les incubateurs sont comme ça, mais en tout cas, nous, on en voit énormément. Et du coup, tu t'aperçois que les incubateurs qui sont ici sont pas faits pour accompagner des boîtes, mais juste pour les faire mourir en ayant consommé un maximum avant. Et s'il y en a qui s'en sortent, tant mieux. On va dire qu'ils vont mettre ils vont mettre de l'investissement là-dedans, mais pour eux, on va dire ça leur coûte pas grand-chose, tu vois. Ouais. Et donc moi, le problème, c'est que j'ai compris ça. Je me suis opposé à ça. J'ai écrit d'ailleurs un article qui a été relu qui a été retweeté à l'époque. C'était il y a 5 ans, 6 ans, qui a été retweeté par Madines. Donc à l'époque, il faisait déjà de l'article où il reprenait des articles sur Medium et il est publié chez eux. Je crois qu'il est toujours chez eux en plus. C'est vrai que je t'envoie l'article. Et en fait, on le mettra en lien dans la description. Ouais. Et alors le truc sur Medium, je l'ai enlevé, mais par contre, l'article est toujours existant. Et en fait, j'expliquais que en gros, les startups, c'est des vaches à lait, quoi. C'est que t'as un peu le phénomène du papa. T'as des besoins, tu te fais confiance et tu te fais bien avoir, et que justement, les personnes, vu qu'elles savent pas, tu sais pas où aller, en fait, tu fais un peu confiance et tu te fais bien avoir. Et ça, donc la personne en question, en tout cas l'incubateur en question, s'est senti un peu accusé. Du coup, j'ai reçu quelques textos un peu haineux et j'ai été persona non grata pendant 2 ans à Marseille. C'est-à-dire que j'étais plus invité de partout. Je pouvais aller nulle part. En gros, il fallait pas que je sois là. Et c'était une belle bataille. On s'est un peu chié à la gueule. C'était hyper drôle. Enfin, c'était hyper drôle. On va dire que je préfère. On va dire que je suis en termes de signe astrologique, je pense que je suis plus proche du cafard que du bélier. Tu vois, c'est genre, s'il y a un truc qui me fait plus plaisir, c'est pouvoir réussir pour t'emmerder. Tu vois, vraiment. Et là, tu vois, j'attends encore 1 an pour arriver à revenir sur l'écosystème et expliquer, tu vois, et aller voir les personnes qui m'ont chié dessus pendant autant de temps. Tu sais, à coup de calomnie, à coup de diffamation, pour balancer vraiment même des trucs vraiment sales, mais à blanc, tu vois, c'est vraiment pour discréditer. Ouais. Aller les voir et aller distribuer des doigts, comme je dis poliment. Et j'aurais une licorne en plastique, je pense, vraiment, tu sais, une licorne, un petit siège comme ça. Vraiment, tu vois, je compte même organiser une fête, vraiment pour ça. C'est un monument, un truc, une statue, un truc qui tape fort, tu vois. Ok, je vois. Et tu penses que ça, c'est relatif à l'écosystème de Marseille ou c'est en général en France? En fait, au début, je pensais que c'était à Marseille. Je me dis aussi peut-être que apparemment, c'est pas qu'à Marseille. Après, il y a de tout. Hein. On va dire que des gens qui descendent de l'extérieur, qui viennent à Marseille, ils font ah oui, quand même. Je pense qu'il y en a un petit peu partout, mais peut-être pas de manière aussi prononcée. À Marseille, il y a quand même des relations qui sont pas forcément toujours avouées et qui font que l'écosystème est bloqué par ceux qui justement tiennent les ficelles et font les choix, quoi. Enfin, aujourd'hui, nous, on a eu des batailles de la French Tech. Alors, c'est quelque chose dont pas tout le monde parle, parce que c'est quelque chose où c'est abusif. C'est que nous, il y a eu des batailles magouilleuses sur la French Tech, avec des prises de position même politiques, avec Godin, etc. Enfin, c'était quand même un truc grand n'importe quoi. Et toutes les personnes de l'écosystème qui sont un peu anciennes dans l'écosystème savent ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, en tout cas de mon temps, c'est t'allais dealer avec quelqu'un, et d'un coup, le personne avec qui tu deals se retourne, change de veste et prend quelqu'un d'autre. Et quand tu cherches un peu, c'est telle personne a parlé de telle personne et que cette personne, elle est pas amie avec telle personne et donc il faut pas que tu sois là. Et ça, en fait, c'est mafia business. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs qui sont sur Marseille. Faites du business ailleurs. Et revenez à Marseille quand vous faites déjà du business ailleurs. Ça, oui. Mais commencez pas par Marseille. C'est la meilleure façon de se croûter. Ok. Ouais, de toute façon, je pense qu'on le voit à tous les niveaux là. On parle de ça, mais je crois hier il y a eu un truc qui a éclaté par rapport aux ventes de sous-marins. Je sais pas quoi, la France devait vendre des sous-marins à l'Australie et puis finalement l'Australie, elle a fait copain avec les États-Unis. Oui, depuis 6 mois, tu sais, genre comme mais oui, on vous a pas dit, on a un copain en fait. Non mais voilà, ouais. C'est exactement ça. Ouais, les copinages, je vois très bien. Je t'avoue que j'avais eu la même déception à Montpellier sur l'écosystème où effectivement on te demande de faire des trucs qui sont absurdes. Et à l'époque où j'avais créé ma première start-up, en fait, on était à Montpellier, on avait essayé de se faire incuber à Montpellier.
Et en fait, on a bougé à Paris, c'est là où The Family commençait. Et pour le coup, c'était genre une révolution pour nous parce que à la place d'avoir des mecs qui te disent fais un business plan, fais un truc de développement, fais 4 crédits, The Family nous ont dit mais ferme-la et va voir tes utilisateurs et s'ils en veulent pas, ben, jette à la poubelle ton idée de merde. Et c'était beaucoup plus cash, tu vois. Déjà, on a trouvé ça vachement mieux. Après, il y a des trucs à redire aussi sur The Family, mais je trouvais ça déjà beaucoup plus sain. Ouais. Donc effectivement, The Family est hyper intéressant parce qu'ils ont ouvert la voie et je pense que d'autres incubateurs ont repris le modèle, mais ça a aussi prouvé que c'était possible sans. Et je trouve que The Family font des beaux moves, c'est avec Secret Company, tu vois, je t'ai beaucoup parlé avec Maxime. J'ai fait même une intervention là-bas à The Family. C'est assez impressionnant comment ils ont fait des trucs. Après, c'est un modèle qui quand même est hyper dangereux, hyper à l'américaine et tu sens quand même que c'est des trucs où il y a de la résistance selon les modèles parce que The Family, ils ont essayé de le reproduire ailleurs et en tout cas, ça n'a pas aussi bien marché. Il y a vraiment un truc qui, je pense, peut se faire à Paris, mais pas forcément partout. Et du coup, j'incite les gens vraiment, dès qu'ils ont envie de bouger quelque part, si pour se lancer, trouver un moyen d'avoir une antenne à Paris, trouver la moyen d'avoir quelqu'un à Paris ou de trouver même des recrutements à Paris. Parce qu'il y a, enfin, nous, on le sent même au niveau des recrutements, c'est dingue ce qui se passe par rapport à Paris versus ce qui se passe dans les régions. Et on a beau dire, je soutiens Grégoire Gambato là-dessus en disant, en fait, faut pas se mentir, quoi. Il se passe des trucs en région, oui, mais certainement pas assez que par rapport à Paris. Et franchement, ça change tout. Non mais c'est sûr, mais c'est un peu l'idée du coworking là que j'ai lancé hier et aujourd'hui sur les réseaux. C'est qu'en fait souvent quand tu te retrouves moi je le vois, tu vois, en étant nomade, je vais dans des coworking perdus dans la pampa et les mecs qui sont au coworking, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois. Même eux, je crois qu'ils se le demandent. Ils font pas grand-chose, tu vois, ils se le bougent pas trop, enfin tu dis mais qu'est-ce que tu fais? Il fait 3 missions de freelance où il se sous-vend. Il apprend pas à être meilleur, il cherche pas mieux. Ok, mais du coup, c'est difficile d'être ambitieux, tu vois, si t'as que des gens comme ça autour. Alors que quand tu vas dans des coworks à Paris, le mec, ils sont en train d'essayer de monter une station spatiale. Enfin, ça a rien à voir, quoi, au niveau ambition. Donc je pense qu'effectivement, il y a un genre de silotage par rapport à la région. Mais peut-être qu'en passant en full sur Internet, ça va se péter, ça. Le truc, c'est que oui, alors c'est pour ça que nous on a fait du business en ligne, hein, c'est clairement dans cette idée-là. Après, le problème, c'est que tu as toujours des relations humaines qui font passer d'autres éléments. Alors, je veux dire, je fais un business quand même en ligne et je trouve qu'on est arrivé à quand même bien se démerder pour monter une communauté. Mais tu as quand même des relations où le pas du physique, même si avec le Covid ça a un petit peu changé, mais le pas du physique dans les négociations est quand même non négligeable. Tu sais, genre, c'est la relation, tu bouffes avec quelqu'un, tu peux discuter, tu peux amener dans un truc un peu plus intimiste. C'est vrai que c'est totalement différent de quelqu'un qui te parle par visio. Après, même si les gens sont habitués, en France, on a encore du mal avec cette relation à distance. Enfin, je vois des gens en remote, t'as les deux cas, t'as la personne qui est très à l'aise en remote et il n'y a pas de souci, et t'as des personnes qui n'ont pas de discipline. C'est un peu ce truc-là, t'as besoin d'affect, t'as besoin d'émotionnel, et des fois, même malheureusement, il y a des choses qui ne passent pas, et qui ont besoin, et qui ont une nécessité d'être du physique, et je pense que certaines négos, c'est comme ça. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, on va avoir un point de bascule où, pour le moment, en fait, le physique, il a l'avantage parce que il y a encore beaucoup de gens qui ont l'habitude du physique. Et je pense que en avançant dans les années où il y a des gens qui sont beaucoup plus natifs digital, en gros, qui sont nés avec Internet, on va avoir un basculement inverse parce que, par exemple, tu le vois sur Wild Combinator, ils font toutes leurs promos à distance. Et ça marche super bien et ça crée des mouvements de ouf de startups qui explosent et qui font des trucs de dingue. Et tu peux le faire de n'importe où, donc t'as même des mecs d'Inde qui se retrouvent à faire un programme des États-Unis, quoi. Et donc du coup là, t'as un maximum de valeur et je pense que de plus en plus, ça va se diriger vers la valeur ajoutée, peu importe où elle est, en fait, pas liée à la localisation, parce qu'en gros, le fait que tu sois dans un resto, ça a pas un énorme avantage. En fait, tu pourrais bouffer et chacun devant son écran, tu vois. Ça pourrait marcher, c'est juste que c'est pas dans les habitudes et du coup, ça apporte pas autant de valeur parce que on n'a pas cette habitude-là, quoi. Mais moi, en tout cas, j'ai un Oculus Rift, donc j'attends juste que les choses évoluent pour la réalité virtuelle. Mais il y a déjà, je sais pas si t'as testé sur Oculus Rift, Facebook, ils font des trucs en bêta un peu. Ouais, je l'ai testé. En fait, il y a des très très bonnes idées, donc ça, c'est vrai que ça donne à réfléchir. Après, il y a des grands pas encore à passer avec la réalité virtuelle, mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils sont arrivés, je trouve, à rendre ça plus agréable que la visio.
La seule chose qui est encore difficile, c'est qu'elle n'est pas démocratisée, donc forcément trouver quelqu'un qui a un Oculus Quest. Genre, par exemple, nous on joue beaucoup avec Contournement et avec Alexis de Contournement et Stan de Comovert. Alors bon, on joue. Moi aussi, nous arrive de faire des réunions comme ça et en fait, c'est marrant, mais en fait, tu t'imagines pas. C'est un truc, c'est une théorie autour du côté social, c'est que la machine à café a une importance très très importante dans une société parce que c'est là où passe l'informel. C'est-à-dire que tout ce qui ne doit pas être formel, tout ce qui n'a pas nécessité à être documenté, mais par contre qui a une importance dans l'ambiance de l'entreprise. Eh bien ça, tu peux le retrouver dans l'Oculus parce que justement, tu as un aspect où tu joues à quelque chose et là, d'un coup, tu as un sujet qui vient, qui est finalement professionnel, mais qui n'est pas cadré comme une réunion. Et ça, les trucs de visio, ils sont pas arrivés à le faire, quoi. Ah bah oui, parce que t'es obligé d'initialiser un Meet, etc. Et t'as un c'est focus, exactement pour ça. Voilà. Pour ça que j'ai lancé l'inverse, parce que en fait, je me rends compte que les entrepreneurs qui sont dans la communauté Indie Maker, s'ils se parlent, c'est que pour se parler d'un sujet spécifique. Et sauf que tant que t'as pas parlé aux gens, tu sais pas de quoi leur parler pour un sujet spécifique. Et du coup, le serpent il se mord la queue. Et là, en fait, tu te promènes et hop, tu croises quelqu'un sans faire exprès. Ça enclenche son micro, ça enclenche le tien. Et du coup, rarement les gens ils se barrent en mode hey, il m'a pas vu. Mais souvent, tu dis hey, salut, t'es qui? Et du coup, tu crées des liens beaucoup plus simplement, quoi. Il y a des trucs comme ça, Kumo Space, pas mal de choses qui sont sorties en fait. J'ai l'impression qu'ils sont intéressants en la volonté de créer un bureau virtuel. Et je pense que ça a vraiment quelque chose d'intéressant. Après, au de vrai, t'aurais dû tenter la réunion. Hein. Finalement, t'aurais dû tenter le podcast sur l'Inverse. T'es comme ça, tu vois. J'y ai pensé. En plus, je me suis dit, toi, t'étais le bon client pour connaître, parce qu'il nous arrivait tellement de trucs compliqués que ça aurait marché. Mais j'étais pas encore sûr. En plus, il y a une salle de conférence, donc ça aurait été possible. Hein. J'ai tout fait pour. Mais je pense, je vais essayer à partir de la semaine prochaine, peut-être. Je pense qu'il y a vraiment intérêt à comprendre qu'il y a des interactions qui changent en fonction de ce que tu fais. Et surtout qu'il y a aussi l'aspect, moi j'appelle ça la salle ouverte. Je donne un exemple. Nous, on utilise beaucoup Discord dans nos formations. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la salle Discord. En fait, je préfère sur Zoom ou autre logiciel. Maintenant, ils tentent un petit peu d'espèce de sous-room. Enfin, c'est un peu particulier. C'est genre, quand tu arrives dans Zoom, tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas là. Tu sais, tu peux pas regarder, passer et partir. Tu sais, t'as ta fenêtre qui s'affiche, enfin, t'as un truc où t'es pas vraiment spectateur, t'es acteur automatiquement. T'as ton micro qui s'active, selon t'as ta caméra qui s'active. Même si t'es pas là vraiment, t'as quand même quelque chose où la personne elle se dit, bon, la personne elle est là. Alors que dans un Discord, si tu préfères, quand deux personnes parlent, t'as une troisième personne qui peut arriver, c'est pas flagrant, c'est pas annoncé, c'est pas hyper violent. Ça peut juste être mis de manière tranquille de côté. Et nous, ce qu'on invite à faire quand les gens travaillent, c'est de travailler dans une room, même s'ils sont tout seuls, c'est de travailler en étant les écrans actifs et le micro activé. Parce que si quelqu'un arrive, regarde, est-ce que ça l'intéresse, est-ce que ça l'intéresse pas, il n'est pas obligé de s'activer, mais il peut dire ah ouais ça m'intéresse ou même participer. Mais il n'en est pas obligé. J'appelle ça la porte ouverte. Tu sais quand tu regardes dans une salle de classe, tu passes, mais il n'y a pas tout le monde qui s'arrête pour te regarder quoi. C'est un peu cet effet-là que je cherche à reproduire. C'est malin. Du coup, je pense que je vais faire ça dans Indiverse, puisque tu peux passer. Il y a des couloirs où tu passes proche des salles de réunion. Faudrait peut-être faire ça quand tu passes dans les couloirs pour voir un petit peu ce qui se passe sans. Parce que dans les salles de réunion, j'active le micro et la caméra, mais peut-être dans le couloir, je pourrais juste activer. La micro par zone. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant parce que les gens se rendent pas compte à quel point il y a des choses dans la vie physique qui sont non maîtrisées. Genre par exemple, tu vois, la fatigue Zoom, les gens se sont aperçus qu'effectivement, c'était très fatigant de maintenir une conversation Zoom. C'est parce que tout simplement, les réflexes que tu as en tant qu'humain dans une conversation classique, c'est que tu es concentré sur ton utilisateur, sur la personne à qui tu parles, sur ses réactions et tout ce que tu analyses sur différents plans. Ses réactions, comment lui se sent, comment toi tu te sens, etc. Sur la caméra, si tu préfères, au bout d'un moment, toi, quand tu entends les paroles, ton cerveau, il se focalise pas totalement sur la réaction. Il se focalise sur certains éléments nécessaires, mais ton cerveau, il sait faire la part des choses quand il y a une information importante ou pas. Pas sur un écran. Sur un écran, il reste très, 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 très focus ou totalement défocus. Et donc, le fait de rester focus, c'est que tu fais gaffe à deux choses. Tu fais gaffe à la personne qui te parle, ses réactions, etc. Donc, c'est un écran, donc ça active plus ton attention avec la couleur, etc. Et surtout, tu as ton retour caméra. Et le retour caméra t'oblige à te regarder et donc à te maîtriser. Et si tu sais ça, ça veut dire que pour le cerveau, c'est extrêmement compliqué à gérer ton image
de se voir en même temps et de gérer un Zoom avec quelqu'un qui parle à côté. Et donc tout ça, ça fait que ça fatigue énormément. Et c'est pour ça que nous, autant sur les réunions, meetings, pour parler, on active les caméras. Si par contre on travaille, on désactive les caméras de tout le monde. Ouais, intéressant. Mais ça veut dire que potentiellement, une amélioration, ça serait que tu aies ta caméra activée, mais que tu te vois pas. Ça aussi, ça pourrait être fait, mais le problème, c'est que ça dépend de la responsabilité des gens et tout le monde n'a pas ce réflexe parce que tout le monde a un peu ce réflexe du miroir. T'imagines, quand tu parles à quelqu'un, tu te demandes souvent à quoi tu ressembles. Tu le fais avant, tu le fais après, mais là, tu le fais pas tout le temps. Là, tu sais, je me regarde, je me dis, est-ce que la lumière à ma droite, elle est bien calée, tu vois? Je me dis, faudrait que je sois un peu plus comme... C'est infernal. Moi, je le vois. Souvent, je suis en train de parler, je dis, putain, j'ai une mèche de cheveux encore qui se nique. Mais là. Oui, mais est-ce que tu imagines que si t'étais dans la rue ou dans la vraie vie comme ça, ce serait infernal. C'est comme si t'avais une caméra avec un retour, et dès que tu parles, tu dis, je suis pas beau quand je dis cette phrase. Tu vois, non, meilleur profil comme ça. Non, mais c'est pas possible. Et heureusement que ça se passe autrement. Et ça fait partie aussi de ce qui nous défocus. Et aussi, en fait, sur un ordinateur, t'as pas t'as un focus qui est plus limité parce que là, t'as les notifications qui apparaissent. Moi, je suis sur mon Mac, je reçois Groll à chaque fois qu'il m'envoie des messages. Enfin, même si tu désactives tout, c'est compliqué. T'es quand même vachement surstimulé, quoi. Et moi, là, j'ai enlevé mon deuxième écran pour justement pas être tenté de travailler en même temps. Enfin, tu vois, c'est un truc de dingue à quel point on est surabondé d'informations, quoi. Ah mais clairement, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai été néo-nazi de la notification. Je ne reçois plus aucune notification parce que c'était infernal en fait. Tu passes ton temps à pas travailler. Parce que tu fais quelqu'un m'a écrit un message. Il y a Jean-Michel qui a envoyé une photo sur Insta. Et puis à la fin, j'ai pas travaillé de la journée. Juste en radar des notifs. Quand t'es freelance, c'est vraiment très très compliqué sur ce côté-là. Quand t'as monté ta boîte, est-ce que t'as essayé de lever des fonds ? Alors non, et alors ça dépend quelle boîte. Je t'avouerai que moi aussi, comme tout le monde, j'en ai rêvé. Je me suis fait calmer très rapidement par le côté ne serait-ce que prendre de l'argent, emprunter de l'argent. C'est simple, je crois que j'ai fait tout le parcours. Genre ma première boîte, je voulais prendre 2000 € pour acheter un serveur, un truc comme ça, enfin des trucs basiques. On m'a dit 2000 € ça va être compliqué, il vaut mieux emprunter 30 000 €. C'est marrant parce que c'est pas le même prix. Parce que moi, j'avais déjà le dev en interne, tu vois. Je me suis dit, 30 000 € quand même pour avoir le dev en interne. Et me dire, regardez, il y a ça. Et je dis, oui, comptable, appartement, enfin, location, tout, tu vois. C'était dingue. Et je me suis dit, quand même, t'imagines que là, t'as même pas les coûts de dev. Et en fait, tu te laisses embarquer dans un truc où le business plan, tout le document, etc. Et tu sais, t'arrives proche de la ligne et tu te dis, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et là, tu t'aperçois qu'il y a des conditions. Alors moi, à l'époque, j'étais pas très très riche. Et il y avait des conditions à l'obtention de ce crédit, notamment. J'ai compris à la fin finalement que cet argent-là, en fait, c'était moi qui allais le rembourser. Et genre, si ma boîte elle se crache, c'est moi qui vais le rembourser. Et j'ai pas l'impression que tout le monde enregistre cette information très bien, de se dire, en fait, les 30 000 balles, si tu les plantes, c'est à toi de les rembourser à la fin. Et 30 000 balles, ça fait à peu près entre 200 et 500 balles à rembourser par mois. Quand t'as un chômage qui est pas très élevé, ça pique vite, quoi. Et le chômage, c'est que 2 ans. J'avais déjà cramé 6 mois, tu vois, de temps. Et je pense que déjà le chômage peut être une bonne idée et peut être un faux ami quand il s'étend un petit peu trop ou quand il t'empêche de voir la vérité et surtout de t'endetter finalement sans comprendre ce que tu fais réellement. Et surtout que de l'autre côté, en fait, tu t'aperçois aussi que est-ce que j'avais vraiment besoin de 30 000 balles ? Vraiment, c'est une question bête, mais est-ce que j'avais besoin de louer un appartement ? Est-ce que j'avais besoin d'avoir des bureaux ? Tu sais, il y a plein de trucs où tu t'embarques dans un truc où t'as envie de jouer à la start-up. T'as pas de clients, t'as pas de produit, mais il faut que tu joues à ça de manière concrète pour prouver que c'est réel. Tu vois, c'est comme si on demandait de justifier un petit peu ton délire en mode non mais attendez, je conduis parce que j'ai une voiture. Mais t'as le permis ? J'ai une voiture, d'accord ? Donc c'est tout comme si je conduisais. Il y a un peu ce délire là. J'adore les métaphores. Oui. Voilà, j'adore les métaphores, mais il y a je vois vraiment très ce bien délire ce que tu veux dire. Moi j'ai l'exemple que je prends souvent qui marche bien, c'est que du coup je viens du sud de la France, la moyenne des salaires de là-bas c'est 1400 balles quoi, max, vraiment quand t'es très très bon dans ton taf. Et en fait du coup la première fois où j'ai gagné 2500 €, j'ai payé des Uber à tout le monde, tu vois. À Paris j'étais là, je suis le roi du monde, parce qu'en fait t'as besoin de montrer que tu veux, tu sais, t'as un besoin de montrer en fait finalement. Et je pense que c'est pareil dans la startup en fait. Si tu veux dire que t'as une startup, si tu montres pas que t'as des sous, que t'as des locaux, que machin, mais t'as pas de startup quoi pour toi dans ta tête. Donc Ouais. Et mais le problème c'est que alors déjà cet argent tu le payes, donc au dernier moment je me suis déchauffé. Genre il me manquait une signature. Honnêtement je me suis arrêté, j'ai arrêté de répondre aux courriers.
Et j'ai bien fait, je pense que c'était une des meilleures décisions de ma vie. Et en fait, j'ai commencé vraiment, c'est là où j'ai commencé à démêler le fil de à quoi allait me servir 30 000 euros, pourquoi je suis allé là-dedans. Tu sais, vraiment, tu te poses des questions bêtes, mais mon produit, finalement, j'en avais pas. J'avais fait des maquettes, j'avais un développeur, on avait commencé, on avait changé de techno, on n'avait pas d'utilisateur. Et donc, on est parti sur le fait que, alors, tu sais, aujourd'hui, peut-être que les gens connaissent un peu plus les méthodes Lean Startup. Mais à l'époque, c'était pas trop connu. Et je me dis, putain, mais je commence un produit et je commence dans le développement, dans le dur, sans avoir aucune méthodologie de test client et sans avoir personne qui me dit teste ton marché. Tu vois, vraiment, genre, non, on y va. Et le truc, c'est que, bon, déjà, l'idée échoue complètement. Mais c'était quoi l'idée? Alors, l'idée, c'était, on a gagné un Startup Weekend sur de la reconnaissance d'image à destination de la mode féminine. Et c'était une application en démo qui marchait. On utilisait un système Vuforia, donc c'était de l'AR à l'époque. Donc dis-toi que faire de l'AR déjà 6 ans en arrière, c'était complexe. Mais il y a des mecs qui nous ont dit, qui étaient même prêts à, entre guillemets, à investir sur le POC. Mais le truc qu'il fallait qu'on lance maintenant, tu vois, j'étais pas sûr du tout. Enfin bref, en plus les mecs qui te reçoivent en mode ouais, je suis à Ibiza, tu comprends, je vous reçois un petit peu pour parler, va bien niquer ta mère. Bref, voilà. Allez, la démonétisation. Ouais, mais je supporte pas les gens comme ça. Genre, si t'as réussi une boîte dans ta vie, t'as peut-être gagné bien ta vie, détends-toi, tu vois. Enfin, tu sais, il y a un melon. Les mecs qui sont vraiment brillants, ils ont pas le melon. Les mecs, par contre, qui gagnent un peu d'argent et qui montent très vite, t'as l'impression que derrière, tu sais, ils te font rêver la vie. Je sais pas, moi, c'est le mec qui se prend pour Yomi Denzel, quoi. Détends-toi, tu sais, genre, on revient sur la sphère et là, je suis en face de toi. Je suis un petit mec, je suis une petite start-up. À quel intérêt? Qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tu vois, je suis personne. Arrête d'essayer de m'impressionner. La même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est que t'as besoin de justifier ce que tu n'es pas, ouais, quoi. mais le mec, il avait de l'argent, donc je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pas de le montrer, quoi. Et donc, on arrive vraiment sur cet aspect où lever des fonds, finalement, ça m'a bien vexé et je me suis dit, au bout d'un moment, est-ce que lever des fonds, c'est vraiment à l'avantage ou pas des personnes qui le font? Et quand j'ai commencé à dérouler le câble, je me suis aperçu que non seulement les levées de fonds qu'on voyait sur Marseille étaient bien pipotées quand même, parce que c'était pas très utiles, il y avait des gens qui s'étaient greffés là-dessus, enfin bref, c'était vraiment un truc, lever de l'argent pour lever de l'argent. Très souvent, ça rendait pas mal les gens malheureux finalement, parce que une levée de fonds, en fait, ça doit être remboursé, et ça, bizarrement, c'est quelque chose dont les gens l'entendent moins. Et ensuite, troisième point... C'est pas de l'argent qu'on nous donne. Non, mais les gens ont l'impression que finalement, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui croit en toi et qui met de l'argent. Oui, si tu te craches, effectivement, que tu ne devras pas forcément le rembourser, encore ça dépend du deal, mais par contre, ça veut dire que ta boîte, tu peux pas la piloter comme tu le souhaites. Et ça aussi, y a beaucoup de gens qui te disent le fameux délire, tu préfères être roi ou riche? Ah mais c'est quoi ce choix-là? Enfin, roi ou riche, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il faut que tu te prostitues 80% de ta boîte pour gagner 100 000 balles d'échange. Il faut arrêter. Moi, on l'avait dit, ouais, dans mon fameux incubateur que j'aime, que je leur fais des bisous d'ailleurs. Ouais, tu préfères, vaut mieux avoir peu de parts mais être riche qu'avoir beaucoup de parts mais être pauvre. Mais c'est pas une question de ça. Je veux dire, il y a d'autres paramètres qui se jouent quand même, tu vois. Donc, je disais, juste garder au moins 50% et pas faire n'importe quoi, ça peut être une bonne base, tu vois. Et je dis ça, et j'ai un VC franco-américain dans ma boîte, en associé, chez moi, qui a pas investi d'argent, enfin qui a investi d'argent. Oui, il a investi la hauteur d'un crédit bancaire, tu vois. Et pour le coup, il a investi dans 2 boîtes, donc Adalo, bon, voilà, qui est petite, mais il a investi dans Notion. Donc autant te dire que capitalistiquement parlant, il est bien, tu vois. C'est Pascal, et il nous aide à pas partir en couille. Et lui, il nous dit, c'est lui-même qui nous calme sur les levées de fonds, tu vois. Il nous dit, attention, levée de fonds, c'est surtout 5 critères. Si vous faites une levée de fonds sur des BA, c'est OK. Selon la norme 100, 200 000, ça peut être OK en seed. Si par contre vous levez effectivement sur des sommes qui sont de là à 1 ou 2 millions, parce que notre valo, elle peut monter très vite, vu qu'on fait déjà, on est à plus de 400 000 euros de CA. Donc forcément, selon la valorisation que tu as mis en place, ça va très vite. Il te dit, en fait, le problème, c'est que si tu fais 1 ou 2 millions de CA, ça veut dire que sur 5 ans, il faut que tu en fasses 10, quoi. Et ça, si t'en fais pas 10, y a des mecs qui reprennent les positions sur ta boîte et qui vont t'expliquer comment les faire ou le faire à ta place. Et est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-dedans? Et là, tu te dis, en fait, non, j'ai envie de garder la belle idée que j'ai, l'envie que j'ai envie de changer le monde, tu vois. Enfin, t'as plein de trucs que t'as envie de faire et donc qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, je trouve que la levée de fonds, je l'entends encore trop dans les bouches de chacun comme une voix officielle. Et surtout, je vois une com autour de ça qui, même si ça commence à rentrer dans les mœurs qu'il ne faut pas lever des fonds pour rien, pour toi, n'importe quoi, tu t'aperçois quand même qu'il y a un gros délire de... En fait, le problème, c'est il faut de l'argent, et surtout, il faut de l'argent pour la pire des raisons, c'est il faut de l'argent pour faire un produit.
Alors moi j'ai les deux sons de cloche. C'est soit on veut développer, du coup en gros on a rien, on veut développer. Ouais. Et ils veulent lever des fonds. Et sinon j'ai les autres qui ont commencé à développer, qui ont pas vraiment un business model, qui ont fait un peu d'argent et qui me disent on a besoin d'argent pour accélérer. Et je dis pour accélérer de quoi? Il dit parce qu'on a des concurrents, il faut aller plus vite qu'eux. Ah oui. Ça Quel est le pour le rapport coup, Quel est le rapport? Tu sais quoi? J'ai failli lever par peur. Et je pense j'ai failli lever par peur. J'ai failli me mettre dans ce chemin-là par peur. Et je les comprends. En fait, moi, je vais vous avouer un truc, j'ai la phobie de la concurrence. On dirait que c'est un podcast un peu intimiste. Genre, tu vois que tu fais sur ton genou, tu sais, genre, t'es comme ça. Alors vas-y, parle-moi de ta phobie. Allez. Écoute, je dirais que... En fait, moi je vois pas mes jambes, je savais pas qu'on les voyait. on va devoir juste un genou passer. Okay. Non, mais honnêtement, j'ai la phobie de la concurrence parce que je trouve que quand tu te lances sur un marché déjà un peu nouveau, c'est dur. Et aussi, surtout, moi, j'ai l'amour de faire quelque chose de bien, tu vois, vraiment de... Alors moi, les mecs qui font quelque chose de sale, je supporte pas, tu sais, genre en mode respecte le business, respecte le no-code, respecte Bubble. Enfin bref, j'ai beaucoup de valeurs assez fortes. Et le truc, c'est que non seulement il y a ça, mais à chaque fois, tu sais, genre, je suis le mec qui rage un peu sur la concurrence. Genre, putain, ils ont fait un truc, putain, j'ai tellement pensé tellement que je voulais le faire, tu vois. Et du coup, tu deviens un peu dingue de ça, même si je me fais aider, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent arrête, tu vois. Enfin bref, tu balises un peu parce que honnêtement, je suis monté à un niveau où je me suis pas rendu compte tout de suite. Et il y a des gens qui me disent, tu sais que Auto, en fait, c'est une boîte importante et derrière, en fait, tu t'es battu pour avoir quelque chose et une fois que tu l'as, tu dois te battre pour le garder. Et donc, t'es en mode, du coup, c'est hyper angoissant, en fait. Tu sais, t'es plus le nouveau et c'est permis de se croûter. T'es là, t'as des salariés, c'est risque. Enfin, tu sais, t'as un risque, en fait, qui est beaucoup plus présent et qui peut être difficile aussi à vivre, quoi. C'est la responsabilité, donc, ouais. Ouais, et là, du coup, je comprends des mecs qui veulent lever parce que justement, ils ont peur de se faire attraper. Le seul problème, c'est que j'ai appris aussi un truc, c'est que les boîtes paraissent toujours plus belles de l'extérieur qu'elles le sont réellement à l'intérieur. Et clairement. Voilà, en fait, tout Auto, c'est 2 boîtes de carton mis en face. Derrière chaque tuto, il y a des mecs qui sont en direct en train de te balancer la vidéo à chaque fois que tu fais c'est le truc hyper crade. Non, mais en vrai, il y a aussi ça, c'est que il y a des boîtes qui paraissent hyper shiny de l'extérieur. Il y a vraiment des trucs où on te balance une histoire qui est vraiment pipeau. C'est le roi Arthur, quoi, tu vois, le mec, il était là et d'un coup, il a une idée. Voilà, quoi. Mais en fait, c'est de la merde. Le mec qui a mis le son du roi en arrivant. J'aurais pas dû utiliser cette métaphore, mais t'as compris le truc, tu vois, c'est le mec qui dit oui. Rothschild, c'est le mec, tu vois, il a pris une pomme, il l'a vendue 20 centimes. Il a pris 2 pommes, il a vendu 40 centimes. Il a pris 3 pommes, et là, il a hérité. Hop, c'est devenu Rothschild, tu vois. Alors, on va couper cette blague au montage. Ça a été pas bien passé. Normalement, elle est mieux faite que ça. Normalement, les gens rigolent. Ouais, là, tu l'as pas compris. C'est dommage, c'est dommage. Désolé. Si le monteur a compris cette blague, il pourra la remixer. Okay. Mais ce qui est important de se dire, c'est aujourd'hui, il y a à part vraiment, à mon avis, accélérer genre sur le développement d'un nouveau pays ou d'un nouveau service très spécifique sur une boîte qui marche déjà, j'aurais du mal à concevoir à quel moment c'est important de lever de l'argent. Oui, c'est ce que m'a dit Camille. S'il veut lever, lui, c'est pour aller conquérir d'autres pays. Ça, je trouve ça acceptable. Même si, en fait, je me dis, pourquoi tu commences pas de zéro avec tes propres investissements? Enfin, je te prends un exemple tout con. Tu connais la boîte Stuart, peut-être? Ouais. Stuart, elle a commencé en même temps que nous, quand j'étais à U2U, donc on faisait la livraison un peu collaborative du même style. Stuart, ils sont passés direct sur le côté professionnel parce qu'ils se sont fait défoncer sur le côté collaboratif, à cause des lois et machin, mais on s'est lancé en même temps, et eux, ils ont levé, je sais pas combien d'entrées. Ils ont ouvert 5 pays d'un coup parce qu'ils avaient plein d'argent, et du coup, ils ont tout fail, ils ont dû revenir en arrière, ils ont dû virer tout le monde. Enfin, ça a été un bordel pour eux, parce que, en fait, aller vite, c'est difficile de faire bien, et déjà entreprendre c'est super dur, donc genre te prendre de l'argent pour aller plus vite parce que t'as plus de pression, c'est genre en fait, divises tes chances d'être bon, tu vois, je trouve. Ouais, mais aussi en fait ça dépend pourquoi tu vas employer l'argent aussi. En fait, en vrai, à mon avis, il faut que tu chopes des stars à un moment dans le recrutement, dans la levée de fonds. En fait, il faut que tu recrutes des personnes qui sont capables de délivrer quelque chose d'exceptionnel. Et pour ça, déjà, il faut savoir comment tu veux récupérer cette chose exceptionnelle, qu'est-ce que tu veux vraiment, et surtout, comment être capable d'onboarder cette star pour lui donner envie d'être chez toi.
Nous, au début, ça a été une grande mission, c'est de donner envie aux gens d'aller chez Auto. Et au début, c'était pas le cas, tu vois. Enfin, t'as pas grand chose. Et le problème, c'est que tu n'attires pas les talents qui sont bons pour toi parce que justement, t'as pas grand chose à leur proposer de concret. Et l'argent n'achète pas tout, hein, faut pas croire. Hein. Les gens achètent aussi un bien-être et quelque chose de cool qui est. Enfin, ils achètent une boîte sexy. En fait, les talents, ils ont le choix. Donc, particulièrement là-dedans, ils choisissent les boîtes qui brillent en fait. Et à ce moment-là, quand tu fais un export international, alors je suis pas sûr qu'il faille effectivement faire 5 pays d'un coup. À mon avis, c'est très risqué. Mais tu sais, genre trouver un ou deux qui parlent la langue anglaise, tu vois, ou des trucs qui sont vraiment stratégiques, qui te permettent au moins de tester un peu le marché. Peut-être pas forcément diviser tous tes coups là-dedans, mais je vois ce qui est compliqué, c'est quand tu vas, en fait, les copycats, en fait, qui sont extrêmement complexes, c'est du moment que tu te lances quelque part et que le marché donne un insight comme quoi c'est en train d'arriver rapidement, t'as forcément des copycats qui vont se lancer avec plus ou moins de succès. Et le problème, c'est que c'est peut-être plus compliqué de récupérer un marché qui a déjà été séduit par quelque chose. Et encore, c'est pas forcément vrai. Mais tu sais, il y a eu cette mode du blitzscale, tu sais, avec la Uber, le côté Uber, c'est-à-dire vraiment, tu déploies, enfin, mais même des trucs comme Lim, tu vois, qui ont fait les trottinettes. Enfin, je veux dire, même si tu ouvres le marché sur quelque chose au forceps, hein, sur quelque chose qui n'était pas habituel, t'es sur tellement des hauts niveaux de financement que au final, il y a au moins quelque chose qui est revendable. Ça peut être les données que tu as ouvertes, ça peut être les informations que tu as eues sur le marché, ça peut être ne serait-ce que le matériel et les habitudes de consommation. Tu vois, Lime, ils ont ouvert aux trottinettes, ils ont perdu le marché, ils font des vélos maintenant. Les mecs, les mecs, franchement, personnellement, je trouve ça impressionnant parce qu'ils ont perdu un marché, mais ils ont rebondi et parce que ils ont les infrastructures avec une rapidité d'action qui est assez impressionnante. Alors, j'ai pas tous les use cases de Lime, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu te débrouilles bien et que tu es un peu smart, bien finalement, la levée de fonds peut vraiment te permettre d'aller très, 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 très vite. Mais pour moi, effectivement, tu dois avoir des reins solides et les mecs qui sont les cerveaux de ça, franchement, tu dois avoir une équipe extraordinaire. Alors, je connais pas la méthode de Lime, mais je connais la méthode d'Uber, puisque j'ai lu des articles là-dessus. Uber, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont lancé aux États-Unis dans un seul État, et après ils ont créé un genre de cookbook. Ils ont réouvert un autre État, et ils ont écrit toutes les procédures pour ouvrir un nouvel État. De là, ils en ont déduit un cookbook assez généraliste. Ils ont essayé d'ouvrir un autre pays. Je crois que c'est le Canada qu'ils ont ouvert d'abord. Du coup, avec l'ouverture du Canada, ils ont essayé de jouer leur cookbook, le cookbook. C'est pas facile, hein. Ouais, le cookbook pour un État, ils l'ont amélioré pour ouvrir un nouveau pays. Et de là, en fait, ils sont allés chercher des financements pour ouvrir plein de pays à la suite parce qu'ils avaient le cookbook, en fait. Et là, je pense que c'est sain d'avoir démontré déjà que tu sais le faire, tu sais ouvrir un pays de plus. Qui arrive, t'as la méthodologie, du coup tu injectes des fonds parce que t'as juste à reproduire la méthodologie. Mais si t'as jamais fait de trucs à l'étranger, c'est trop tôt pour moi la levée encore. Parce que du coup tu l'as pas testé en fait. Faut déjà le tester dans un pays et voir ce que ça donne. Et c'est d'ailleurs The Family, ils ont essayé direct dans trois endroits et du coup ça a été super difficile pour eux. Ouais, mais d'ailleurs tu reviens sur un point qui est important, c'est le test. En réalité, en fait, la vraie problématique, c'est que très souvent la levée essaye d'acheter quelque chose que tu n'as pas encore. C'est-à-dire le test marché, de savoir un petit peu En fait, ça t'achète du test. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que la plupart des levées de fonds aujourd'hui achètent du test sur le marché, du test de technologie, du test de produit. Or, ça devrait pas payer ça en fait. Oui, pour moi, tu achètes du scale parce que en fait, le but d'une levée de fonds, c'est un rendement. C'est toujours comme ça. Les investisseurs, ils cherchent du rendement. Donc du coup, si tu vas chercher du rendement, il faut le faire pas à l'étape de test, il faut le faire à l'étape de scale. Et donc du coup, il faut que tu aies prouvé que tu saches scaler ce modèle-là. Donc du coup, en fait, la plupart des levées, pour moi, même les mecs qui vont chercher des fonds, ils le font pas de manière smart parce que ils vont chercher beaucoup trop de risques finalement, tu vois. Ouais, mais d'un côté, si tu regardes bien comment se comportent tous les investisseurs, malheureusement, t'as ceux qui savent investir dont c'est le métier. Enfin, on va parler des deux types d'investisseurs. T'as les BA et t'as les VC. Les BA, c'est de l'investissement, finalement, c'est on va dire, détaxé. Donc, c'est plutôt, on va dire, un investissement pour éviter d'avoir des taxes en trop. Donc là, alors, comment ça s'appelle quand tu... Défiscalisation ? Ouais, de la défisc, effectivement. Et t'as les VC ou les fonds dont c'est le métier.
les deux ne veulent pas les mêmes choses. Ce qu'il faut savoir Oui, aussi, clairement. c'est qu'effectivement, il n'y a pas les mêmes objectifs de rendement. Quand tu ouvres un pays, tu ne fais pas appel à des BA, tu fais appel à des VC, et ta boîte doit être en général VC compatible. Très souvent, les VC sont beaucoup plus impliqués dans la gestion de la boîte que des BA, qui vont effectivement, contre quelques pourcentages, mettre un peu d'argent. Aujourd'hui, en France, on a effectivement beaucoup plus la dynamique BA, en tout cas dans les régions, moins à Paris peut-être, beaucoup plus une dynamique BA qu'une dynamique VC. Le truc aussi, c'est que la plupart des boîtes, et c'est ce qu'il faut dire, et c'est la vérité qui fait mal, c'est que la plupart des boîtes, en réalité, n'ont pas du tout ni les chiffres, ni la traction, ni quoi que ce soit qui serait compatible avec un investissement. Oui, mais là on revient au truc qui se mord la queue, c'est que en fait personne construit sa boîte comme il faut parce que on a tout un écosystème qui est pérave. Du coup en fait les VC sont greffés sur un truc qui est pérave et du coup ils font aussi un truc qui est pérave en fait. Donc c'est un peu le truc de The Family qui dit que notre écosystème en Europe il est toxique quoi. Bah, franchement, je dirais que tous les VC sont pas péraves. Oula, Oui, non, tous pas les tous, VC hein. sont pas péraves Pas tous. parce que des belles boîtes qui grossissent. Et après, faut voir que aujourd'hui, t'as le business de la licorne en fait qui reste quand même existant et qui finalement est un business de rayonnement. C'est un peu les Jeux Olympiques de la startup. Hein. C'est plus t'as de médailles là-dedans, plus tu peux représenter fort. Hein. D'ailleurs, Manu il le montre vraiment de manière forte à quel point c'est important. Et de l'autre côté, la particularité aussi, c'est globalement, en fait, selon les pays où ça se trouve, selon les trucs où ça se trouve, ça veut dire que le VC, là où il investit, c'est une bonne terre pour investir. Donc forcément, quand tu rapproches des VC, les mecs sont obligés de faire du bon boulot à certains niveaux. Aujourd'hui, je pense que la vraie problématique, c'est que on voit pas beaucoup de VC en fait. Enfin, je sais pas, les gens que tu connais, moi je connais certains fonds et des VC, il y en a pas des masses. Par contre, effectivement, des incubateurs qui se réunissent pour prendre des investisseurs, ça il y en a beaucoup plus, mais parce que c'est de eux dont on parle le plus, parce que c'est eux qui ont la capacité de financer des petites boîtes. En réalité, il y a les BA, c'est un peu de l'amateurisme quand même, c'est des gens qui ont un peu d'argent pour mettre, enfin, je sais pas, ouais, ça a de l'amusement, tu vois. Aujourd'hui, si on reparle du vrai sujet, parce que c'était ça, en fait, le but du podcast aussi, c'est de dire, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui justifie dans un début de business, c'est-à-dire moins d'un an, de lever des fonds. À part si vous êtes sur un secteur, on va dire, où il y a une grosse prise de risque, du risque sur la bio, ou encore, et encore. Là, je vous dirais, le problème, c'est que les tests clients, sur de la bio, c'est difficile. Il faut qu'il y ait des études, etc. En fait, je dirais, c'est quand t'as besoin de faire de la R&D et qui est coûteuse, que t'as pas d'autres moyens de faire que de manière coûteuse, quoi. Mais là, tu es dans des études extrêmement pointues et c'est pas le cas de la plupart des sujets qu'on rencontre. De toute façon, les plupart des startups. C'est jamais le cas. C'est-à-dire que toutes les boîtes qui mériteraient qu'on fasse de la recherche de ouf, tu vois, un peu comme Time for the Planet qui cherche à pousser des boîtes qui vont faire des choses qui ont du sens et qui demandent de la recherche, à la place, on les file à des mecs qui font des applications. Genre, c'est Grégoire, là, hier ou aujourd'hui, il a posté sur Rarible. Non, pas Rarible. Les cartes, là, les trucs de footballeurs. Merde. Ah, attends, les Panini là, les trucs. Ah, oui. Merde. Attends, j'ai envie de regarder le post LinkedIn là. Vas-y. Attends, c'est Grégoire Gambato qui a posté. Oui, c'est ça. Il a dit que le monde allait mal parce qu'ils viennent de lever 680 millions. Mais non. Si. Et je les connais pas personnellement, mais j'ai parlé avec un mec qui les connaît depuis le départ avant qu'ils lèvent et ils ont pas besoin technologiquement de l'argent. Genre il s'est basé sur une crypto-monnaie, c'est un truc, c'est un smart contract. Oui, Sorare, c'est ça, Sorare. C'est basé sur une crypto-monnaie assez commune. Enfin, 680 millions. J'avais vu passer, je savais pas. Ouais, c'est du NFT, non? Ouais, c'est un NFT. NFT, pardon, NFT, c'est moi. Ah non, ouais, d'accord, ok. Oh là 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 là. 680 millions. Et c'est cool, tu vois, mais est-ce qu'ils en ont vraiment réellement besoin? Je suis pas sûr. C'est juste parce que y a une traction vraiment belle sur les trucs de crypto en ce moment et on le voit, toutes les boîtes qui lèvent en ce moment, c'est des trucs de crypto, il y en a beaucoup parce qu'il y a des grosses tractions parce que les gens ils s'amusent à jouer avec leur thune et c'est des casinos en ligne quoi finalement. Et sauf que on n'est pas encore dans le jeu d'argent parce que c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, c'est un nouveau secteur encore qui est pas trop régulé. Donc du coup les gens jouent à fond. Et donc du coup forcément t'as plein de gens qui jouent et donc t'as plein d'utilisateurs, une grosse traction, mais les 680 millions ils servent à que dalle. Mais ils ont quand même levé 40 millions en février. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que en fait ce qu'il faut voir c'est que ça veut dire que entre février et maintenant ils ont dû avoir une traction genre avec un coefficient multiplicateur énorme
pour prétendre justement à 680 millions, c'est-à-dire à peine même pas 6 mois après. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, niveau traction, enfin, le monde, Alors, oui, le monde part en couille. Oui. Sache mais que ça se justifie, tu vois. donc du coup, cet été, pendant une courte période, j'ai bossé avec Maxime Barbier qui est en train de lancer une boîte qui s'appelle Time Left. Et moi, à la base, je quittais la boîte Cash Story où j'étais CTO parce qu'il voulait lever des fonds et je voulais pas aller faire ça. Sauf que je croise la route de Maxime Barbier, qui est un entrepreneur qui a eu du succès. Je me suis dit, peut-être que j'ai jamais essayé, tu vois, d'être avec quelqu'un qui a eu du succès, qui va faire des gros trucs. Donc on va peut-être essayer. Finalement, ça m'a quand même pas plu, je voulais pas aller faire la course à la levée, mais il a été en contact avec plein de VC, et j'ai vécu ça de l'intérieur, où en fait on lui a dit, t'as un bon background, là t'as un truc qui est sexy, avec une promesse qui est durable, on va te faire lever des fonds sur une grosse valo un premier coup, dans 6 mois tu nous montres que tes chiffres ils ont continué à aller dans le bon sens, et on fait x10 sur la même valo, quoi. Ils ont dit, ça s'appelle la stratégie Vortex. C'est genre, tu t'en vas vers l'infini. Et il y a une autre boîte qui a fait ça là. Quand Maxime il parlait au VC, il comparait à ça. C'est à la boîte qui fait, tu peux prendre une photo de toi par jour. Oui. Et ça prend les 2 caméras. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle cette boîte. Et eux, c'est pareil, ils ont fait Vortex. J'ai parlé avec le mec qui avait créé cette app parce qu'il était indépendant. Au tout début, j'y ai proposé de faire une interview et je sais plus pourquoi ça s'est pas fait. Mais bref, 2 semaines après, il levait de l'argent. Ouais, c'était parce qu'il m'avait dit qu'il cherchait à lever, qu'il était en train de lever. Et du coup, 2 semaines après, il a levé de l'argent et 1 mois après, il a relevé x10 de ce qu'il avait levé, quoi. Alors que les chiffres, ils ont pas bougé, je pense, ou très peu. Putain, ouais. Ça, c'est une dinguerie parce que justement, tu t'aperçois que c'est en train de suivre un cours qui a pas de sens. Enfin, c'est pas que ça a pas de sens. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, t'as 2 images, t'as un truc à 2 vitesses et t'as l'écosystème vers le haut. Et moi, c'est ça que je dis, c'est que t'as une espèce de reproduction d'ascenseur social qui fait que quand t'as levé une fois, on te dit oui, c'est beaucoup plus facile de lever. Et tu sais, t'as un niveau de boîte, je trouve, qui est vraiment un truc très très haut, qui fait que globalement, t'as des gens qui ont levé de l'argent, qui ont du pouvoir, qui sont reconnus, tu sais, des trucs comme ça. Et t'as des boîtes qui, même sans lever de l'argent, ont rejoint ça. Tu vois, Germinal ou autre, t'as des trucs, t'as quand même une aura. Et en dessous, t'as les gens qui rêvent d'être ces boîtes-là. Et pour le coup, en fait, une des voies les plus rapides et les plus faciles, ça reste effectivement de lever de l'argent. Et en fait, finalement, tu l'as dit au début, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui te permet de dire que tu es une startup ou non. Alors, on pourra parler du no-code, je pense, juste après, mais aujourd'hui, malheureusement, la levée de fonds, c'est un peu le truc qui te valide, quoi. Et j'ai l'impression que les gens, ils voient ça. Enfin, juste si on reprend les principes, aujourd'hui, une levée de fonds, ça te met dans un état où ta boîte doit avoir un objectif de rentabilité sous un certain temps. Ok ? Si ta boîte, tu la commences, mais qu'elle se crache, c'est pas grave. Bon, tu as des coûts. À la limite, tu as des coûts de liquidation, tu vires tes salariés si tu en as, etc. Mais que tu as des coûts que sur ça. Mais si par contre, ta boîte, elle dépend de personnes autres avec un objectif, c'est-à-dire que même si ta boîte, on va dire, elle est pas dans les objectifs, ben on va te faire autre chose en fait pour se rentabiliser. Ça veut dire que les choix de ta boîte ne t'appartiennent plus entièrement. Mais je te rassure, même quand tu es en train d'essayer d'atteindre tes objectifs, les VC, ils mettent leur nez dans tes affaires. Je l'ai vécu dans plusieurs startups où j'étais, et c'est relou. Et même ma meuf, en ce moment, elle le vit aussi. Faut pas que j'en dise trop, mais j'ai entendu à un moment donné où la CEO, elle a dit, là, en fait, je peux pas choisir, donc c'est les VC qui vont choisir, quoi. Putain. Et alors que... Ils sont pas encore aux 5 ans, tu vois. Ils sont à 1 an d'existence, quoi. Ils ont levé beaucoup ? Je sais pas. Mais parce que c'est ça qui est chaud, en fait. C'est que tu perds en fait, ça paraît, je pense, très très beau au début. Et ensuite, c'est le lendemain de la fête, tu dois te dire, waouh, c'est la merde. C'est Oussama qui disait, vous pouvez fêter une réussite, une vente, mais vous ne devez jamais fêter une levée de fonds. Ah bah oui. Mais de toute façon, en fait, à BFM, on ne devrait pas voir les levées de fonds. On devrait voir qu'une boîte, elle arrive à vendre, enfin, tu vois, ta capacité à vendre à des nouveaux clients, enfin, ton MRR encore, ton revenu, tu vois, ça serait une meilleure métrique. Mais les levées de fonds... Ça, c'est moins sexy. Et tu sais, malheureusement, que
Tu sais que la startup, elle réside sur la fame. On va pas se mentir. T'es obligé de résider sur la fame. Tu connais des boîtes qui font de l'argent, personne n'en parle. Parce que, effectivement, c'est moins sexy. Ce serait pas beau de parler de personnes qui font, ouais, je sais pas, qui font 200, 300, 400 000, 1 million, toutes seules. Non, ce qu'il faut, c'est des boîtes qui avec des formats qui dépassent l'entendement. Parce que, tu sais, t'as un peu, j'ai l'impression, une échelle qui fait que plus c'est haut, plus les trucs un peu plus bas, mais qui sont quand même beaux, paraissent moins beaux. Tu sais, genre, tu vois 680 millions, t'es d'accord? Moi, je vois Bubble avec 100 millions. Tu montres une levée de fonds à 3 millions, je suis en mode, ouais, cool. Voilà. Enfin, tu sais, t'as un ratio qui se crée. J'ai l'impression que les boîtes qui ont levé de l'argent il y a 5 ans, les sommes étaient moins abusives que maintenant. Moi, je regardais des levées de fonds à 500 000 euros. Je me disais, oh, putain, c'est cool et tout, 500 000, 1 million. Oui. Alors, j'ai pas est-ce que c'était en C, en A, en B ou C? C'est autre chose pour les séries. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des sommes qui dépassent l'entendement. Genre 680 millions. Oui, déjà, ça c'est ahurissant, mais je pense qu'il y a même un truc de ce que tu résumais bien, le côté, c'est la fame, tu vois. On prend un très bon exemple que tu connais sûrement, c'est Guillaume Moubèche. Ouais. Guillaume Moubèche, là, ils sont à 4 millions de revenus, ils sont hyper connus, tout le monde les connaît, machin. Parce qu'il a fait un gros coup de buzz avec les VC, où il a fait semblant qu'il a qu'il allait refusé lever des 5 millions, ouais, déjà, quoi. Guillaume Moubèche, ça a été la troisième personne qui est venue dans le podcast, le 3 ou 4e mec qui est venu dans ce podcast. À l'époque, ils étaient à 1,5 million de revenus, il avait pas fait son coup de buzz, je publie l'épisode, il se passe rien. Et j'ai eu un autre mec dans le podcast qui a créé System.io, qui est le plus gros plateforme qui permet à des gens qui vendent du coaching, des formations en ligne français de les vendre. Il fait 3 millions. Ils sont 2 ou 3 dans la boîte, 4 je crois, max. Pareil, j'ai eu 300 vues, tu vois, c'est grâce à mon réseau à moi que j'ai eu des vues. Et les mecs sont inconnus au bataillon alors qu'ils font grave d'oseille et qu'ils sont super smart. Et que le mec a pas le temps, tu vois, le mec de System.io, j'ai dit, hey, je suis pas sûr aujourd'hui, et il m'a dit, tu sais quoi, c'est aujourd'hui ou jamais. J'ai pas le temps, mec, 1h30 déjà, je fais mon max pour te les donner, mais c'est chaud, tu vois. Putain, cool. Ouais, et du coup, j'étais super content qu'ils prennent ce temps avec moi, et je l'ai publié, et il y a eu pas de feedback. Et derrière, je prends des mecs qui ont fait un peu le buzz, et j'ai un méga feedback de ouf, alors qu'ils ont peut-être moins de business. C'est dingue. Genre qui, un mec comme ça qui je peux te donner? Mais après, ça fait. Attends, regarde, je vais aller sur encore et je vais te dire. Mais c'est assez ouf comme le truc est différent. Mais regarde, j'ai eu comment il s'appelle? Ah, j'ai loupé son prénom. Johan Lopez qui fait sa newsletter. Oui. Quand je l'ai eu dans le podcast, il était vraiment au tout début de la newsletter, il n'avait pas encore quitté Comet. Donc il n'était pas à beaucoup de revenus. Et ben c'est lui qui a fait le top record de tous les épisodes que j'ai eu dans mon début là. Il a explosé, il a fait x5 ce que j'avais jamais fait. Alors que en soi, il n'avait pas beaucoup de revenus. Tu vois, j'avais eu du Guillaume Moubèche à 1 million de revenus. Et à côté, j'ai un Johan Lopez qui faisait, je crois qu'il était à 40, non, même pas, il était à 20K. Il était à 20K annualisé. Ah ouais, c'est... Attends, est-ce que tu veux dire... Est-ce qu'il y a une petite série qui fait que si on est invité dans ton podcast, on devient riche? C'est la question. Oui, ça voilà, c'est le cas. La légende dit qu'effectivement, quand on passe chez Indie Makers, à la fin, on devient blindex. Ouais, donc regarde, je te donne l'épisode avant Johan Lopez, je fais 600 vues, enfin 620 écoutes. L'épisode de Johan Lopez, je fais 1700. Et il avait fait, à ce moment-là, ça faisait 3 mois qu'il était sur sa newsletter, et il faisait 30 000 euros. Donc c'est un bon chiffre. C'est pas mal, quoi. C'est un bon chiffre, mais avant ça, j'avais eu un Guillaume Moubèche qui faisait 1,5 million et qui faisait pas trop parler de lui sur LinkedIn, et j'ai eu... Tu vois, l'Emlist, je suis toujours à 845 écoutes. Putain. C'est ahurissant comme le buzz fait grave la diff. Alors qu'en vrai, le retour de Guillaume, il était ouf. Parce que il y avait beaucoup plus d'historique, tu vois. Johan, il se lançait, il était pas encore à plein temps. Il y avait plein de choses, il était pas sûr, tu vois. C'était ses débuts. Il y a moins ça à apprendre. Il y a beaucoup plus d'écoutes parce qu'il fait plus le buzz. Ouais, je comprends. Vas-y, viens, on parle de la partie produit.
Vas-y. Attends, mais déjà, faut que je regarde combien de temps ça fait qu'on parle. Non, mais je voulais pas qu'on loupe ce sujet, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'on s'est un peu dilué sur le côté levé. J'ai pas assez d'expertise, tu vois. Aujourd'hui, je chie sur la levée de fonds pour certaines raisons. Même si un jour, je pense que je lèverai pour d'autres raisons, parce que voilà, j'ai certaines perspectives, mais vraiment, tu vois, très très claires sur ce que je veux faire. Et aujourd'hui, il y avait 2-3 trucs quand même que je voulais aborder. C'est vraiment le pourquoi de la levée. C'est vraiment le pourquoi de la création et genre revenir sur un grand concept que les gens oublient. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, faut sortir les doigts, quoi. Et genre, j'aimerais bien vraiment qu'on parle de ce truc, de ce momentum, de se dire, aujourd'hui, est-ce que t'as encore une excuse de pas te lancer? Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore une excuse de pas avoir de produit? Est-ce que t'es là, des trucs comme ça où t'as besoin d'argent? En vrai, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, rarement. Très rarement. Et franchement, tu sais que ça, moi, c'est un truc qui commence à me saouler. Il y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui me dit... j'ai lancé le coworking virtuel. Il y a un mec qui me dit, ah mais mec, il y a déjà 5 startups qui le font, Facebook qui fait coworking place. Je comprends pas comment t'as le courage de te lancer. J'étais là, mais c'est quoi le rapport, mec? J'ai dit, Facebook, ils font un truc ultra générique. Moi, je fais un truc pour les indépendants qui essayent de lancer leur business. En quoi je suis concurrent de Facebook? Et tu vois, il y a vraiment un aspect, je pense, il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat, ton principal ennemi, c'est toi-même pour moi. C'était ton propre ennemi, parce que t'as tes propres idées préconçues de merde qui font que tu te lances pas, que tu fais pas les choses, que tu dis j'essaie pas. Exemple tout con que je reprends souvent, Captime, l'application que j'ai fait qui est un timer de CrossFit. Cette application, je l'ai fait, j'y croyais pas. Mon associé à l'époque, il me dit, il n'y a pas de timer de CrossFit qui ressemble à celui qu'on a à la salle de sport. Il en faudrait un parce que tout le monde me dit à chaque fois je comprends rien aux applications, c'est pas pareil qu'à la salle de sport. J'étais là, je dis mais c'est nul ton idée, en plus ça va pas faire d'argent, enfin on peut pas le vendre, tu vois, on le met gratos. En fait, au moment du confinement, on a fait plus 400% de téléchargements par jour de téléchargements, et on l'a mis en payant, ça a pas bougé. Et j'étais là, je fais putain mais je suis un abruti, parce que en fait tu cherches toujours genre l'idée géniale. On a, tu sais, je pense, on a trop été bercé par les films Hollywood. Il faut avoir une idée de ouf pour inventer un truc genre qui va révolutionner l'univers. Et rien à voir. Faut juste faire un truc que les gens ils ont besoin. Et souvent c'est des trucs simples. Mais justement, tu vois, là on va pouvoir aborder le truc. Putain, je vais t'amener sur ma discussion, hein, c'est pas vrai. Allez, vas-y. Mais là, aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai eu une réflexion. I have a dream. Je parle pas anglais en plus, je suis bête de commencer comme ça. Non, en fait, c'est hyper intéressant parce que, en fait, tu sais, on parlait de no-code et on se disait, enfin, parce que bon, le no-code, bon, tout le monde en parle, c'est devenu, j'ai pas envie de dire ça devient du buzz, mais c'est quand même un peu en train de devenir du buzz, malheureusement, parce que ça peut être tordu dans tous les sens. Et forcément, t'as un contre-effet. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, quand on s'est lancé, il y a eu un effet de bord qui était assez particulier, c'est qu'on a commencé à avoir des applications où les mecs nous contactaient. Et je t'avouerai que les applications, on s'y attendait pas. Nous, on s'attendait à avoir, on va dire, des applications à la Vinted, des applications. Certes, on a eu, mais si tu préfères, on a commencé à avoir des applications type trouver un coiffeur afro près de chez soi. Un coiffeur afro près de chez soi. On a eu une conciergerie de la Mecque, sans déconner. Une conciergerie à la Mecque. Oui, vraiment, c'est comment mettre, quand tu vas en voyage à la Mecque, comment mettre tes bagages, tout simplement. Et vraiment. Énorme. On a eu, vraiment, c'était un peu le Allo Resto, mais vraiment sur un type de resto très spécifique. On a eu des trucs où tu te dis, l'idée en soi qui a été posée, je peux pas dire qu'elle peut pas marcher, parce que je me dis, je veux pas juger l'idée, il y a des idées de merde qui fonctionnent et il y a des idées brillantes qui ne marchent pas. Mais je me dis, si ces idées-là, elles ont été lancées par des personnes qui très souvent avaient des communautés à servir, eh bien, ça veut dire que il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de localité dans le côté start-up. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les capacités de créer quelque chose, bah, tu le crées pour ton environnement le plus proche. Le mec qui a fait une conciergerie à la Mecque, il s'est dit, est-ce que je peux gagner de l'argent sur quelque chose que je connais régulièrement? Bien sûr, le mec était effectivement près de la Mecque. Enfin, il avait vraiment tout un contexte où il connaissait le business, tu vois. Ouais. Mais tu dis, parce que tu les contactes ces gens-là, et tu dis, quand il t'explique le truc, et il dit, mais en fait, ça n'existe pas chez moi. J'ai utilisé Adalo, et je l'ai fait, et ça marche. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais, mais tu veux lever des fonds. Frère, tu as vu où il est? Il ne levera jamais de fonds, c'est pas la peine. Et il s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'a même pas besoin. Lui, il veut juste faire un peu de business.
Un peu de business. Il et faut en fait, que tu me l'envoies, lui, en prochaine invité. non, mais je sais plus, là, ça faisait un moment, mais en fait, on a compris une chose, c'est que de un, en fait, tous les pays n'ont pas les moyens d'avoir leur start-up parce que pour faire une start-up, il faut de la capacité à la création et très souvent, la création dépend du développement. Et donc, des pays riches peuvent le faire parce qu'ils ont des infrastructures pour le faire, mais globalement, les pays en voie de, je sais pas si on dit les pays en voie de développement encore aujourd'hui. C'est toujours une grande question. Je crois que c'est plus comme ça qu'on dit. Non, bah vous avez compris. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, bah, ces pays-là, ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir des développeurs parce que tout simplement, les infrastructures ne sont pas disponibles et l'État ne peut pas subventionner ça. Aujourd'hui, quand vous faites une école de dev en France, très souvent, c'est soit les parents qui payent, les crédits bancaires, ou alors carrément l'État qui paye en quelque sorte selon le type de formation que vous avez. Ces pays-là n'ont pas la chance d'avoir ce type d'infrastructure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vu qu'il n'y a pas de développement local ou que le développement, c'est très souvent du offshore et donc il est payé très cher. Et donc, il n'y a pas de développement sur le pays, en quelque sorte. Il n'y a pas de start-up locale. On a travaillé avec le Pérou. Il n'y a pas de start-up locale. Sauf si effectivement, tu as 50 000 balles à mettre. Alors que le taux du pays, la vie du pays en termes d'argent, il n'est pas aussi élevé qu'en France. Le coût de la vie est beaucoup plus bas. Mais le coût du développement, il est quasiment aussi élevé que chez nous. Parce que la plupart des gens qui développent là-bas, ils font du offshore, c'est-à-dire qu'on leur propose du développement pour des pays riches qui souhaitent faire des devis à moins cher, au Maroc, au Pérou, etc. Et donc, tu t'aperçois que... Voilà, exactement. Et donc, tu t'aperçois que le no-code est en train d'amener, à mon avis, un autre type de développement qui fait que non seulement chacun dans chaque pays pourra développer ce qu'il veut, mais surtout que, à mon avis, l'écosystème des startups, il va être impacté. Il n'y aura jamais autant de micro-business sur le marché. Ah ben c'est sûr. Donc l'investissement va aussi se segmenter de manière totalement différente. Peut-être que demain, toi et moi, on pourra investir dans des petites startups parce que les montants ne seront plus de la même façon. Tu pourras faire du micro-investissement. Tu vois, je pense que tous les modèles vont exister et sur ça, demain, on financera du NFC comme on a fait de l'ICO à un moment. Tu vois, il y a vraiment des trucs qui sont en train de changer parce que il faut arrêter de rêver à la Google. Ah oui, non mais de toute façon là en ce moment, moi je suis un mec qui s'appelle Andrew Azdeki sur Twitter, qui a créé une startup qui s'appelle Micro-Acquire, et le but c'est de racheter des side projects en fait, et de vendre des side projects. C'est une marketplace de side projects. Et du coup ça se revend de 2000 € à je crois que le plus gros qu'il a fait c'est 2 millions, c'était plus vraiment un side project, mais voilà, il y a des gros investisseurs dessus et des gens qui sont prêts, parce que en fait on se rend compte dans les écosystèmes que comme pour les startups, il y a des gens qui sont bons pour créer de zéro, tu sais, de 0 to 1, et il y a des mecs qui sont bons pour scaler de 1 à 100. Et c'est pas du tout le même type d'entrepreneur, c'est pas le même type de métier, tu fais pas du tout les mêmes choses. Moi je sais que j'aime beaucoup créer de zéro et starter un truc, et j'aime pas du tout le continuer, faire de la maintenance de quelque chose et de le faire grandir, ça m'amuse beaucoup moins. Et du coup tu vois, Micro-Acquire c'est génial pour ça, parce que c'est mon objectif, tu vois, c'est avec Captime d'arriver à créer un revenu un peu plus conséquent, et après je vais le revendre. Et je vais faire ça de manière récurrente en fait, parce que ça va m'amuser, créer des business de zéro et les revendre. Ouais. Tu vois, ça fait penser à côté dropshipping en fait. Parce que c'est exactement ce que tu fais en dropshipping. Je sais pas si tu connais un petit peu, si t'as déjà tenté d'en faire. Oui, j'ai eu comment il s'appelle, le mec de Germinal qui fait ça, Alain Braids, qui a fait du dropshipping, qui en a parlé un petit peu. Moi j'ai fait du dropshipping, alors j'ai vendu des pierres de lithothérapie. Voilà. Et j'ai vendu des œdionniers aussi, des pierres qu'on se met un peu qu'on se met dans le vagin, tout simplement. En dropshipping, oui. Donc voilà, j'ai fait toutes sortes de business et j'ai même fait partie des groupes, tu sais, des e-com business, des trucs comme ça, où t'as des groupes. Moi, je me suis régalé, honnêtement. Je veux dire, j'arrive dans ce genre d'événement. Moi, j'ai une expérience un petit peu de start-up ou quoi, tu vois. Donc c'est ma troisième boîte. Je le considère pas vraiment comme une boîte, mais j'ai déjà une expérience juste avant. Et t'arrives on était invité sur une péniche, tu vois, et il y a un mec de 18 ans qui t'explique que lui, il a des problèmes avec sa banque parce qu'il vient de dépasser les 100 000 € de récupérer par rapport à son chip, et que ça commence à poser problème. Et que le mec, il va s'acheter une Ferrari parce qu'il a envie de se faire un kiff, alors qu'il n'a pas encore le bac et que ses parents lui disent de passer d'abord les études parce qu'on sait jamais que ça puisse ne pas marcher, tu vois. Et de l'autre côté, t'as un mec qui t'explique qu'il a fait 30 000 € en un mois en vendant des zizi en plastique, des hameçons en forme de zizi en plastique. Enfin, c'est dingue. T'as des trucs, et t'as des mecs qui autant font
des débuts de business et qui sont, c'est le business qui marche très très fort, autant t'as des personnes qui ont 3, 4, 5 shops. Et surtout, le plus incroyable, c'est que t'as des personnes de tout genre, de toute origine, de tout âge. T'as Michel qui a 60 ans, qui fait un e-commerce, un Shopify, parce que c'est ça qu'on faisait tous. Et de l'autre côté, t'as effectivement Céline qui a à peine 18 ans et qui fait un marché, qui fait des montres dropshippées en Suisse. Et on tous rassemblés sur un même bateau à prendre des cours sur le même truc. Et en fait, c'est l'effet un peu Yomi Denzel, tu vois, les mecs qui vendent des formations là-dessus. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est pas tellement que les formations. Que je devais avoir dans le podcast d'ailleurs, Yomi Denzel, et puis il m'a mis un gros vent. Ah merde. Mais il était trop occupé sur son yacht. Oui, clairement. Mais là où je trouve ça dingue, c'est que, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de faire de l'argent? Tu sais, aujourd'hui, c'est pas comme si t'avais besoin de grosses études pour en faire, tu vois. Non, mais moi je reviendrai au truc principal, c'est tes croyances personnelles. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas d'argent? C'est tes croyances, c'est toi avec toi-même. Ouais, du coup, j'ai aucune idée de combien de temps ça fait qu'on tourne. Ah, attends, on a commencé à... c'est 5 heures déjà. Ah ouais, mais je pense qu'on va refaire une 3e session à force. Oh putain. Le podcast, c'est fini jamais. Le podcast maudit. Mais on devrait faire, plusieurs sessions, tu vois. Je pense qu'à bout d'un moment, le monteur, il doit se dire... Casser les couilles, les gars. Tu sais, il va se retrouver avec le truc. Et en plus, le monteur, tu vas lui envoyer, je pense, comme moi je fais, tu sais, genre 10 fois, je lui envoie. Après, je dis, je démerde toi parce que j'oublie. Et le mec, il revient et il s'aperçoit ensuite que, déjà, 1, ce qu'il a monté, c'était pas le bon épisode. 2, il y avait pas le bon micro, il s'en aperçoit qu'à la fin. 3, il a monté tout ça pour rien, tu vois. Et après, tu lui feras, ah, mais je t'ai pas dit. Ah, mais je t'avais envoyé, tu sais, je te l'avais dit vite fait, tu sais, pour te déculpabiliser t'aurais dû le dire. On fait tous pareil. C'est maximum d'autonomie. Ils ont accès à Riverside et il faut qu'ils trouvent les épisodes eux-mêmes. Oh putain, ouais. Des fois, il est là et dit, je sais pas où c'est les trucs, mec. Qu'est-ce que t'as foutu là? Je vais aller l'aider. En fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais ils disent, c'est cool d'avoir un business, mais ils se rendent pas compte que du moment que ça prend de l'ampleur, le temps que ça te prend, la charge mentale que ça te prend, globalement, c'est pas toujours du plaisir oui, on fait ce qu'on veut, mais c'est quand même une putain de discipline qui est pas toujours facile à tenir. Et surtout, en fait, il faut être organisé. Enfin, tu sais, tu fais tellement de postes à la fois, il faut être organisé. Moi, je suis pas quelqu'un d'organisé, tu vois. Dans ma vie, c'est pas un truc. j'ai de la volonté, donc oui, je peux m'organiser sur certaines périodes de temps. Mais genre, j'aime trop me faire plaisir et genre pas me faire plaisir en mode je fais n'importe quoi ou je fais rien, mais genre du moment que je fais une tâche qui me plaît, genre sur de la technique, je me laisse absorber. Ouais, de ouf. Voilà, tu vois, je fais du... Alors mais je suis pas dev, mais je fais un produit sur Bubble et genre je m'éclate, je peux passer des heures dessus parce que je me fais plaisir et moi je bosse de 18 à 22, de 18 à 2 heures le soir en général et je bosse la journée de 9h à 17h et ensuite le reste du temps je m'occupe de mon fils, dès que je rentre. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu peux me remplir mon calendrier, c'est simple, mon calendrier agenda, c'est un sapin de Noël. Genre tu vois le nombre de trucs que j'ai à faire, c'est abusé. Et en fait, je peux avoir plein de tâches le matin si je me lance dans du dev Bubble. Tu peux me retrouver à 17h, je serai vraiment dessus et le pire, c'est que je me sentirais même pas coupable, tu vois. Ah oui, moi non plus. Mais c'est dingue parce que je me suis dit ça a été productif quand même. Bon, d'un truc qui était pas essentiel maintenant, qui était pas obligatoire. Oui, qui était tellement obligatoire. Mais c'est exactement l'histoire que je te racontais. J'ai oublié certains passages, mais quand je t'ai dit le mec de System.io, j'ai dit, on peut refaire le podcast plus tard, c'est parce que j'étais en train de coder. C'est pas parce que, c'est juste parce que j'étais en train de faire une tâche et que j'avais pas envie de la laisser, tu vois. Et je me suis dit, je vais mettre un vent à un mec qui fait 3 millions, tu vois. Et j'avais pas de pression. C'est le mec qui m'a remis à ma place. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Je dis, non, mais ça va, sinon, t'inquiète. Oh là là. Ouais. Non, mais le vent à 3 millions. Non, mais, c'est vrai que c'est dur. Et en fait, le truc, c'est que il y a des gens qui ne connaîtront jamais ça. Alors que je pense, honnêtement, que tout le monde... Enfin, c'est comme si tu disais, les Legos, c'est fait pour certains types de personnes. C'est genre, tout le monde peut pas toucher des Legos, c'est trop compliqué. C'est faux, t'es d'accord? Oui. Donc, je pense que le développement, alors je parle large, je parle code, no code justement, est accessible en réalité à tout le monde. Et que plus ça va aller, plus il va devenir accessible à tel point que justement, au bout d'un moment, le métier de développeur va être impacté. À mon avis, pas en changement c'est-à-dire, il y aura pas, le métier va pas s'arrêter. Je pense que le métier, au contraire, va s'expertiser, va se spécialiser. Oui. Et je pense, au contraire, qu'il y aura moins de boulot de merde pour les développeurs.
clairement. Mais alors, pour ça, je vais te donner un méga exemple. Je pense que tu connais Need for Speed, le jeu. Et je suis comme plein de gens. Et ce jeu, en fait, dedans, il y avait un mode où tu pouvais modifier les voitures. Et je pense que tu connais et tu fais partie des gens qui ont passé des heures à modifier des voitures et pas du tout jouer au jeu. Et en fait, c'est exactement la meilleure image, c'est que à partir du moment où tu donnes des possibilités aux gens de le faire, ben du coup ils vont s'amuser à créer, parce que créer ça a de l'importance pour les gens. Ça leur permet d'avoir quelque chose que eux seuls voulaient. Et ben dans le code c'est pareil, en fait c'est un outil, et pour le moment l'outil est trop complexe. Coder du JavaScript, installer VS Code, comprendre tout ça, c'est trop complexe. Le no-code c'est 1000 fois moins complexe, donc du coup il va y avoir encore plus de gens. Mais il y aura encore plus de gens demain quand tu pourras le faire en vocal et que tu dis, comme les exemples qu'il y a eu avec GPT-3. GPT-3 où tu arrives à coder des composants juste en expliquant ce que tu veux. Tu vois, ça je pense que c'est, à mon avis, c'est un peu les voitures volantes dans le cinquième élément, tu vois. Je pense que c'est pas une bonne utopie parce que c'est plutôt une démonstration technique qu'une réalité. Je pense que coder en vocal, ce sera jamais comme tu veux, parce que tout ce que tu perds tout ce que tu as en accessibilité, en simplicité, tu le perds en personnalisation. Et aujourd'hui, l'idée de ces outils, en fait, ce qu'ils sont arrivés à faire, en tout cas sur les outils no-code que je connais et qui sont parmi les premiers, c'est de rester toujours assez puissant, mais surtout très personnalisable. Tu sais, Glide, ça on en a parlé pendant un moment, ouais. Glide c'était vraiment un peu, et de plus en plus tu sens que Glide quand même a pris un niveau en dessous, tu sais, c'est un peu perdu dans la balance. À mon avis, ça repose sur ne serait-ce que peut-être leur design, leur côté très très fixe, qui fait que leur besoin, en tout cas leur application, est cloisonnée. Du moment que tu veux mettre un bouton à droite, tu peux pas le faire. Du moment que tu veux mettre une personnalisation sur ça spécifique, tu peux pas le faire. Eh bien ça, les gros éditeurs ont compris que si tu avais bien une donnée qui était très importante, ou en tout cas un élément qui était très important, c'est le choix et d'être libre de faire une application qui ne te ressemble à aucune autre. Oui, bien sûr, mais je pense que là, si tu veux, je te donne l'exemple du plus bas niveau et du plus haut niveau, qui est assez tangible, mais dans les langages de programmation, on a déjà ce paradigme-là. Tu peux faire du JavaScript si tu veux, qui va te permettre de faire plein de choses, mais par exemple, manager la mémoire de l'ordinateur en JavaScript, tu pourras pas le faire. Et il y a des langages où, plus bas niveau, où tu vas pouvoir le faire et tu vas te faire chier dans plein de trucs parce que du coup, tu dois tout manager toi-même. Mais c'est plus important pour toi. Par exemple, les gens qui font de l'embarqué, qui vont coder sur du téléphone, sur mon micro qui est là, tout ça, là, tu vas devoir aller sur du plus bas niveau parce que tu as plus de choses à maîtriser. Et c'est nécessaire. Et des fois, c'est pas nécessaire, tu vas sur du plus haut niveau. Tu vas faire du JavaScript, tu vas faire du visuel, quelque chose de visuel, du glisser-déposer. Tu vas pouvoir aller faire des outils no-code, parce qu'en fait, t'as même plus besoin d'écrire des lignes de code, parce que tu t'en fous. Et tu peux même aller plus haut encore, comme par exemple, moi, sur certains projets, j'utilise Card, qui a aucune personnalisation, très peu, mais je m'en fous, en fait. Ça m'a fait des sites qui suffisaient, tu vois. Le site du hackathon, c'est fait en Card, et c'est très bien. Ça dépend de ta nécessité de descendre dans le détail, en fait. Ouais. Alors par contre, je te vois plus. Hein. Je te le dis, je te vois plus ta caméra. Tu me vois plus et tu m'entends quand même ? Je t'entends, mais je te vois plus. Ok, bon, la caméra, c'est pas grave, ça enregistre toujours. Mais du coup, tu vois, il y a aussi alors ça, je te revois. Mais il y a aussi, du coup, la logique qui est, à mon avis, un peu différente dans les façons de faire. Alors, si tu descends du côté accessibilité, tu dois descendre aussi, et tu vois, jusqu'à présent, j'en parle, mais je reste quand même assez frileux là-dessus, et c'est un truc qu'il faut qu'on est en train de lancer, justement, qu'on est en train de finaliser. C'est la partie, tu sais, incubateur. Bon, si tu reprends le podcast maintenant et que tu as eu l'actif précédent, enfin, en tout cas, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tu comprendras de quoi je parle. Aujourd'hui, en fait, la création de boîte passe toujours par l'aspect technique qui, à mon avis, est défectueux depuis le début. C'est-à-dire que tu sais, on t'attend un défaut. Enfin, je veux dire, on est en 2021, on arrive à quand même faire des trucs assez dingues au niveau technique, faire de l'IA. Mais par contre, du moment que tu veux écrire et t'adresser pour faire un site ou une application, il faut quand même que tu tapes du code. Je veux dire, depuis le début, on est en train de faire des systèmes qui permettent de rapprocher la machine de l'homme. Et le code, c'est le seul truc où, effectivement, tu as l'homme qui doit correspondre à la machine. Donc, du coup, je pense que ces technologies sont vouées à évoluer. Mais du coup, ça veut dire que toutes les méthodes aussi de création sont vouées à évoluer. Et justement, demain, tu auras
toutes les personnes qui vont pouvoir se lancer sur de la création, sur la petite création en aparté, dropshipping, etc. Je pense que le no-code, ça va être le nouveau dropshipping. Et d'ailleurs, tu auras des trucs de merde qui vont sortir, et c'est ça qui est trop cool. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui feront des blagues, comme les sites qui sont lancés là, le truc des prénoms, tu sais, qui a été un gros troll. Je veux dire, ça, tu peux le faire sur Bubble, tu peux faire il y a plein de trucs qui vont sortir et qui justement, ça va être drôle, ça va être pour moi un âge d'or de prouver que on peut faire des applis et être bête, c'est génial. Mais il y aura plein de micro-business qui vont se créer, mais surtout que on va rendre la capacité de scrouter à pas cher beaucoup plus facile. Genre demain, ce sera la norme. T'imagines que aujourd'hui, quand tu te croûtes, on te dit ouais, tu te fais un petit fail, mais quand t'as emprunté 30 000 euros, tu peux pas faire de petits fails. Quand t'es allé voir une agence qui te prend 50 000 balles, tu peux pas faire de petits fails. En fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que quand tu prends une agence, tu vas payer le coût de ton application en one shot. Il y aura peut-être une maintenance si nécessaire, peut-être des évolutions, mais si tu crames toute ta thune dès le début, comment tu vas faire dès que tu as une évolution à faire ? T'es dépendant. T'es juste dépendant. Pareil pour un dev, s'il est pas en interne, et s'il est en interne et qu'il est associé à ta boîte, il coûtera certes moins cher, mais pour le coup, lui, il veut avoir des parts et être associé, donc il peut coûter aussi très très cher selon quel est le deal qui est mis en place. Mais dans les deux cas, ça veut dire que si la personne elle se barre, t'es bloqué, à nouveau. Et aujourd'hui, non seulement le développeur il est pas dans ta tête, mais en plus de ça, t'es dépendant de lui à nouveau. En gros, n'importe quel développeur dans une équipe, s'il se barre, l'équipe s'arrête. Tu prends n'importe quelle équipe, t'enlèves le designer, c'est pas grave. Exactement le cas de ma meuf. La designer se barre, il y a aucun problème. Si ma meuf se barre, la boîte est... Mais c'est ça. Et pourtant, les gens, ils sont en mode, c'est pas un souci, tant pis, il y a que ça. Mais demain, je veux dire, t'as un produit... Moi, je donne mon parallèle avec Otto. Mon CTO, donc la personne la plus technique de mon côté, elle a 20 ans. Il a 20 ans, pardon. Il a pas le bac. Et il fait que du Bubble. Voilà. Là, en général, je fais le bruit du King, tu vois. Non, mais j'en rigole, mais honnêtement, on a sorti Otto, on est en train de sortir un deuxième produit, on a sorti pas mal de tests et de clones à côté parce que c'était amusant, parce qu'on travaille très très vite et très très bien. Franchement, sortir une application sur une grosse certification avec du truc technique et des API en moins d'un mois, design et texte compris, c'est assez fou. Et on se retrouve dans le cas où en fait, tout ce que tu imagines par rapport à la technique, tout ce qu'on te dit, tout ce que même les boîtes conçoivent dans les préjugés, en fait, ça s'effondre. Demain, t'as un mec sans bac, je te dis pas son salaire parce qu'il est assez élevé, il a pas le bac. Lui, la conseillère d'orientation, elle lui disait, mais monsieur, vous ne ferez rien de votre vie, vous avez pas... Tu finiras caissier au champ. Non, mais vu que vous n'arrivez pas à vous motiver et vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, c'est mort pour vous. Enfin, je veux dire... On entend des discours aujourd'hui qui sont quand même complètement débiles parce que le monde n'est pas adapté à ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui me fait, je pense, le plus kiffer. Moi, ma femme, tu vois, faudra pas que tu diffuses le podcast à trop de personnes, tu vois. Parce que tu vois, ma femme, tu sais, elle a fait des études d'histoire. Ouais. Et ça s'est mal fini dans le sens où elle n'avait pas continué jusqu'au bout parce que pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on lui dit, c'est soit vous reprenez vos études, c'est-à-dire va reprendre tes études quand tu as un enfant, etc., à un certain âge, soit effectivement, et vous allez reprendre vos études parce que vous allez repartir de zéro. C'est-à-dire que tout ce que vous avez passé comme année, vu que vous n'êtes pas arrivé au bout, ou que c'était pas les bonnes études, c'est mort. On te parle des ponts entre les études, c'est pas entièrement vrai parce que ça reste quand même, voilà. Et donc dans ces cas-là, ce que tu dois faire, c'est que pour vivre, il te faut un métier. Donc si tu as un métier, ça veut dire que tu peux pas te former. Et donc, le serpent qui se mord la queue, t'es destiné à avoir une situation complètement bloquée. Dans le web, on a une chance qui est énorme. On fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, honnêtement, demain, si tu pouvais donner la chance à tout le monde de pouvoir se former sur n'importe quoi, heureusement que les CPF existent, mais se former sur n'importe quoi, demain, nous, on a des mecs qui étaient cuisiniers, qui sont devenus développeurs Bubble. Il y a un mec qui a lancé Madame Poutine, qui a revendu ses restaurants, il est devenu développeur Bubble. On a des mecs je pourrais te sortir, il y a des bouchers, des mecs qui étaient boulangers. On a des métiers qui n'avaient aucun rapport avec le schmilblick, qui sont devenus développeurs Bubble et qui sont devenus freelance parce que ils se faisaient la main, ils gagnaient un peu d'argent avec. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années, tellement le monde est en train de bouger sur des certitudes qui n'existent plus et des fondements qui sont en train de s'ébranler. Et ça m'excite trop parce que justement, je suis en train de me dire, tu vois, j'aime bien le rap français. Bon, on en a parlé, hein. Ouais. J'aime bien Frisk Orleans, Alpha One, Vald, parce que c'est pas des mecs où tu t'es dit, genre en mode,
Waouh, le mec il a hérité, tu vois. Peut-être dans le rap français, tu peux pas hériter. Tu vois, t'as pas un mec qui te dit, est-ce que tu es le fils d'Ayam? Bienvenue, tu feras de la chanson. Non, tu sais, ça marche même moins bien, si t'hérites, parce que t'as un poids sur les épaules qui est compliqué. Ben, dans le rap français, t'as des mecs qui viennent de zéro, qui sont obligés de monter toutes les échelles et qui, dans leurs chansons, te racontent leur histoire. Tu sais, t'as pas un mec qui t'a monté un business plan, hein, de rap français, tu vois, t'as pas un mec, tu vois. T'as juste un mec qui avait sa personnalité, ses textes, et qui a mangé de la merde pendant des années. T'as pas de passe droit, t'as pas de levée de fond, t'as rien. T'es juste, tu manges de la merde jusqu'à ce que ça perce. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on valorise dans le rap français, c'est cette histoire, hein, c'est ces cicatrices. Hein. Plus le mec il en a chié, en général, plus ça monte. Alpha One, enfin, je veux dire, voilà, tu peux regarder ça, c'est assez impressionnant. Dans les startups, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, il faut valoriser la merde. Faut valoriser les échecs. Faut que le mec, une fois qu'il est au sommet, qu'il dise à tout le monde, tu vois, j'emmerde tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Tu vois, c'est pas la levée de fond. C'est de dire, moi aujourd'hui, je fais mon business, je fais vivre des gens. Et ça, je le dois à personne. Mais je pense que, tu vois, pour le coup, c'est un truc que je suis d'accord avec toi et que je voyais pas jusqu'à que je fasse ce podcast. Parce que pour le coup, j'ai souvent des mecs qui ont pas du tout la fame qui fait que je fais du buzz de ouf, etc. Mais souvent, l'histoire qui revient, c'est je vous emmerde, les gars. Bah, si tu t'imagines que, enfin, je connais pas un entrepreneur qui a réussi et à qui, quand il a réussi, ça a été facile, tu vois. Enfin, je veux dire, J'en connais, je vois des... mais Ah ouais? Oui, j'en connais, mais du coup, ça vient d'une bonne famille, d'un truc où tu connais les bonnes personnes, et la première startup où j'étais, là, You2You, le patron de cette boîte, que je salue, que j'aime beaucoup, il fait partie des petits-fils de la famille Seb. Et du coup, il a pitché sur papier, tu vois, son idée. Il a pitché sur papier, il allait voir les potes de son grand-père, c'était les Mulliers, ils ont dit, vas-y, on met 150 000. Et ça, et clairement, je pense que même lui, il est pas content d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, il a pas appris les bonnes choses, parce que l'argent, c'était trop facile, il en a pas chié. Du coup, on n'a pas eu les bons apprentissages et on a fait que de la merde à You2You. Et je suis sûr que s'il écoute ce podcast, il sera d'accord avec moi. Ouais. Parce que maintenant, il a le recul. Mais au début, il était super content. Et nous aussi, tu vois, on s'est dit, ah, trop bien, de l'argent facile. En fait, t'as rien appris, on a fait tout de travers. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'argent facile n'existe pas. Parce que l'argent facile, c'est-à-dire l'argent qui coule mais qui te permet d'évoluer, en fait, non, il peut pas être facile. S'il est trop facile, justement, tu l'utilises pas pour ce qu'il est, tu le crames. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que tu vois, on devrait te former. Tu sais, quand tu es à la Française des Jeux et que tu gagnes, je pense, c'est au-dessus de 10 000 ou 50 000. Tu sais, on te forme à ça. Tu sais, on te forme pour pas péter les plombs. Tu sais, on devrait former les gens à la levée de fonds pour pas péter les plombs. Tu sais, tu devrais avoir des mecs comme ça. Bonjour, je suis psychologue de levée de fonds. Je vais vous aider à ne pas partir en couille, ne pas acheter une Ferrari et vous cramer. Et vous crachez dans un ne pas essayer d'ouvrir 600 business, de mettre 2 millions en ads. Non, mais tu sais, c'est logique, tu sais, c'est de l'argent. En fait, l'argent, il est pas virtuel. Tu sais, quand il est vraiment dépensé, il est vraiment dépensé. Après, il est dépensé dans tous les services locaux. Donc, je pense qu'il y a aussi un délire où ça fait vivre l'écosystème. Et je pense que finalement, l'un dans l'autre, c'est l'écosystème qui récupère. Donc, c'est un truc bizarrement un peu sain, mais pas pour la personne qui le touche. Enfin, tu sais, c'est un peu un business bizarre. Oui, tu sais, c'est comme... sain, sauf pour celui qui l'a eu. Non, mais je crois personnellement, tu sais, il y a des initiatives que je trouve un peu piégeuses, que, à mon avis, tu sais, c'est des trucs où on te donne de l'argent contre, enfin, tu sais, genre, par exemple, les trucs d'innovation sociale où on te donne de l'argent à des personnes qui sont dans des quartiers défavorisés en leur disant, voilà, vous avez une somme à dépenser dans des services, vous avez une somme pour vous aussi parce qu'on considère qu'effectivement vous devez vivre. Mais cette somme, elle se débloque que si vous dépensez tant d'argent pour les services. Je suis en mode, en fait, déjà de base, c'est bizarre parce que tu es obligé de te donner de l'argent pour avoir ton argent. Donc, c'est sûr que dans la relation, elle va être floutée parce elle va être flouée parce que tu vas vouloir cramer ta thune le plus vite possible pour toucher tes 6 000 balles. Et que de l'autre côté, en fait, ce qui se passe, c'est que l'argent, finalement, vu que tu dois le dépenser, il profite à tout l'écosystème, mais jamais vraiment à toi parce que tout ce que tu vas réussir à faire, finalement, c'est de faire avoir plus rapidement. Oui, et puis du coup, ça veut dire que tu mets pas du tout... Imagine, t'as un mec qui est super malin, qui arrive à, par exemple, il développe tout en bubble, du coup, ça veut dire qu'il peut pas utiliser l'argent pour lui, il est obligé de payer des services, alors qu'en vrai, s'il a été super malin, c'est quoi le problème, tu vois, qu'il se paye bien pendant 6 mois Je pense que, honnêtement, c'est juste pour
à mon avis, arroser l'écosystème de manière indirecte. C'est-à-dire arroser, alors pas l'écosystème, on va partir de la localité de la région, tu vois. Mais finalement, si tu regardes bien, tu fais vivre l'emploi, tu fais vivre les agences, tu fais vivre tout un ensemble de partenaires. Et je pense que le business des startups, en vérité, il est basé sur ça. C'est un moyen acceptable de finalement financer des financements dits publics, quoi, en quelque sorte. Ouais, ça c'est en France, je pense. Oui, alors. Et globalement en Europe, parce qu'on a un système social très poussé. Oui, mais ça c'est clair. Mais d'ailleurs, tu me fais penser que il y a pas longtemps, c'était avec Cash Story, on voulait faire du coup une levée de fonds et avoir la BPI qui fasse, tu sais, c'est 1 pour 1. Tu prends 1 euro de levée de fonds et la BPI met 1 euro. C'est ça, c'est super cool. Ouais, c'est ça. Et c'est super cool pour l'écosystème français parce que du coup ça permet d'avoir plus d'argent. Mais en fait, une des conditions de la BPI, c'est si la BPI rentre, tout l'argent doit être dépensé en France. Nous, on avait des développeurs en Inde, ils nous ont dit pas de développeurs en Inde. Même si, putain, et par contre, parce que tu me fais bien de me le dire parce que je vais avoir un autre problème. Non, mais du coup, Bonjour. non, mais attends, par contre, non, mais il est pas en Inde, il est à Amsterdam, mais du coup, t'es d'accord c'est mort. Hors de France, c'est mort. Oui, mais s'il est immatriculé français, j'allais te dire qu'il a une partie en France. Ouais, non, mais s'il a un contrat français, s'il a un CDI français, c'est bon. Je sais pas, faudra que tu demandes à BPI, mais ils sont chiants. Ils sont chiants et les clauses suspensives, elles sont hardcore si tu te fais choper en train de truander. Non, mais je suis d'accord qu'à ce niveau-là, faut pas essayer de truander, mais ouais, c'est chaud quand même. Ouais. En tout cas... et tu vois, ça c'est bizarre parce qu'en soi, ça voudrait dire que tu utilises mieux l'argent. Tu vois, si t'as trouvé quelqu'un ailleurs qui fait le taf aussi bien, ça veut dire que tu vas être peut-être meilleur, tu vas mieux dépenser l'argent. Et non, tu peux pas. Non, mais c'est pas le but, c'est de faire vivre l'écosystème. Genre, j'ai l'impression que, tu vois, c'est une sorte de... Alors, c'est pas un impôt, parce que là, sinon, ça veut déjà dire qu'on te prend de l'argent. Mais je pense que c'est une façon de reverser de l'argent de manière... C'est de l'investissement, en fait, en quelque sorte. T'investis dans ta région, c'est pour ça que les enveloppes, tu sais, les enveloppes French Tech, à mon avis, c'est pour ça, c'est que... Et c'est bougrement intelligent. Tu fais du bien aux gens, entre guillemets, tu leur permets de réinvestir dans la localité et c'est ça qui booste, on va dire, l'écosystème. Et je pense honnêtement qu'il y a plein de boîtes qui survivent grâce à ça. Ah, mais ça c'est sûr. Sauf sur la personne qui a l'argent, effectivement. Oui. Oui, mais c'est un peu bizarre. Pourquoi on prend des mécanismes indirects pour faire ce qu'on voudrait faire? Tu vois, enfin, je trouve que c'est tout le génie de notre société en France et en Europe, c'est qu'on prend des chemins super compliqués pour faire des choses super simples des fois. Parce qu'il y a une méritocratie derrière qui est quand même assez libérale, tu vois. C'est vraiment de dire, en gros, on veut aider ceux qui méritent. Et comment le faire avec une régulation du marché? C'est proposer de l'argent à des personnes qui vont le dépenser et qui vont le dépenser à ceux qui le méritent. Le problème, c'est que derrière ça, tu rajoutes le marketing et qui fait que tu vas toujours dépenser aux mêmes personnes. Donc là, effectivement, tu as un problème qui apparaît. Mais le système en soi, il est un peu de dire, tout simplement, celui qui a le plus de qualité, en gros, tu vas amener son argent là-bas. Ils ne s'attendaient pas, je pense, à des couches de marketing qui fait qu'aujourd'hui, tu as toujours des parasites qui vivent sur l'écosystème et qui vivent bien, alors qu'ils font de la merde, mais tout simplement parce qu'ils arrivent à avoir assez d'argent pour cacher les vices de leur propre système. En gros, tu vois des sociétés où tout le monde sait qu'ils font de la merde et c'est vraiment su et connu, mais ils arrivent toujours à choper de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'ils font avec les avis clients? Comment ils font? Tu vois, moi je me dis, je vois un avis client, je balise. Comment ils font quand les mecs, t'as 100 personnes qui sont hyper déçues? Comment ça se fait? Ils les menacent? T'es genre, je me dis, est-ce que t'as un mec, tu sais, qui vient de taper à ta porte, genre, enlève ton avis client? C'est genre, sinon je te pète le nez. Je te pète le nez. Comment ils font? Mais je suis persuadé que t'as des moyens où ils cleanent leur réputation. Moi, il y a des boîtes sur Marseille, honnêtement. Il y a des mecs qui sont passés dedans. Enfin, des mecs et des nanas qui sont passés dedans en boulot, t'as des mecs qui sont passés dedans en client. Dans les deux cas, ils sont, genre, c'est limite prud'homal, ce qui s'est passé. Ouais. Et la boîte continue toujours d'exister. Et au bout d'un moment, il y a personne qui leur a mis le feu. Je me dis, il y a personne qui a tenté, tu sais, genre de, je sais pas, tu vois, tu peux pas t'en sortir éternellement en jouant au con. En vrai, des fois, j'ai des doutes, hein. Tu vois, quand j'étais à Chypre, là, du coup, la sœur de ma meuf, elle bosse dans une boîte qui vend des placements financiers. Ouais. Et s'ils sont à Chypre, c'est parce qu'il y a des avantages fiscaux et parce qu'ils font des trucs moyennement carrés.
Et du coup, en fait, c'est un gros groupe israélien qui fait ça. Et en fait, les mecs, ils ont développé un système, donc ils sont régulés quand même, parce que à Chypre, il y a des boîtes qui font ça qui sont pas régulées. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais cette boîte est régulée là. Mais parfois, les vendeurs, ils vont trop loin, tu vois, ils promettent des choses alors qu'ils n'ont pas le droit. Et quand ça arrive, la boîte se fait fermer parce qu'ils se font cramer. Et en fait, ils ont des boîtes prêtes à l'emploi, déjà prêtes, ils les rouvrent, ils les re-up. C'est génial. Enfin, non, et le mec, non, c'est pas génial, mais... Oui, mais du coup, tu te dis, attends, du coup, ils jouent avec les règles parce qu'effectivement, ils sont régulés, mais en fait, ils s'en foutent parce que dès qu'une boîte, elle meurt, ils en ont une autre derrière, ils les ouvrent, et du coup, il leur dit, oh, ben aujourd'hui, tu bosses plus pour cette boîte. Voilà. Mais ils sont au même bureau, tu vois, ou des fois, ils changent de bureau, mais ça dépend. Et j'étais là, mais attends, mais quoi? Il dit oui, il y a un mec en Espagne aujourd'hui, il a promis à un mec qu'il allait gagner 100 millions, du coup le mec a mis 50 000 euros, il a tout perdu, alors du coup on est obligé de fermer. Mais l'argent on l'a gardé quand même, et du coup on réouvre l'autre boîte avec les mêmes mecs, avec les mêmes portefeuilles clients. Je fais, mais what the fuck? Et ça c'est régulé ça? Bah oui c'est régulé, oui. Oh mais moi c'est ce que je te dis, aujourd'hui je pense que... Ah oui, c'est comme le sujet aussi, tu sais genre ça, c'est très rigolo, tu sais on te dit... Il faut créer une boîte, du moment que tu as des clients potentiels, il faut créer une boîte, tu sais, pour récupérer l'argent. Mais genre, on peut pas avoir un compte Stripe comme ça, le temps de tester. Genre, on peut pas avoir un compte Boursorama ou un autre compte à part, le temps de tester. Moi, je dis aux gens, parce que très souvent, c'est un peu la problématique, genre, tu crées une boîte pourquoi ? Je crée une boîte pour pouvoir être payé. Mais tu crées pas une boîte, enfin, honnêtement. Oui, tellement pas. Voilà. Déjà, il faut savoir pourquoi un truc. Pourquoi tu veux te mettre dans les emmerdes avant même d'avoir eu de l'argent? T'imagines que, et là, pour le coup, c'est vraiment un truc où les gens, ils te disent, au niveau de la comptabilité, le truc. Moi, je vais donner un conseil qui est sûrement un truc qui est toujours limite. Enfin, c'est un peu mes conseils toujours. C'est, si tu crées une boîte, tant que t'as pas généré 10 000 euros, tu crées pas. Voilà. Sans donner de détails, il existe des comptes Stripe, il existe des néobanques, il existe pas mal de choses pour stocker l'argent. Je dis pas que tu dois faire quelque chose d'illégal, je dis juste que tu peux les mettre sur un compte et les réguler après. C'est-à-dire vraiment, il y a une tolérance là-dessus. Sache que c'est autorisé par l'État de vendre des choses. Alors je sais plus combien c'est la limite, je crois que c'est 5 ou 10 000 euros. Hein, où tu peux, pendant un an, tu peux vendre des choses sans avoir de statut légal. Tant que tu vas le déclarer aux impôts à la fin de l'année, ça fonctionne. C'est ça. Ben voilà, déclarez-le. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une boîte, vous allez enclencher un compteur. Déjà, créer une boîte, ça coûte de l'argent. Vous allez enclencher un compteur qui fait que, à la fin, vous allez devoir payer des impôts. Donc, plus vous débalancez tôt, plus vous allez payer des impôts tôt. Que vous allez avoir la TVA à tout calculer. Un ensemble de merdes administratives à gérer. Que vous allez aussi devoir déclarer des choses et vous n'avez pas forcément l'habitude, comptablement parlant, de le faire. Donc, il faudra avocat, comptable, etc. Et il y a des choses, pour peu que vous êtes une start-up, si vous n'avez pas envie, si vous manquez, on va dire, le coup de faire des crédits bancaires à un moment, si vous avez créé, ça risque d'être trop tard. C'est-à-dire que vous allez perdre tous vos avantages. Et je peux le dire parce que nous, pour le coup, on a recréé une boîte spécialement pour ça. Parce que justement, avant, j'étais sur un autre statut, on a recréé pour ça. Et même aujourd'hui, tu vois, on nous dit qu'il faut 1 an d'exercice minimum pour pouvoir prendre d'autres financements. Bref, quelque chose qui effectivement est très temporisé en fait. Et il faut le savoir. Si tu le sais pas, bah, finalement, t'es carotte. Eh bien, ça, il y a rien qui le justifie si tu gagnes pas au moins 10 000 euros. Toutes ces emmerdes-là, elles ont pas de sens si tu gagnes pas au moins 10 000 balles. C'est tout. Alors, pour donner des solutions concrètes vis-à-vis de ça, j'en ai 2 en tête. Il y a un Stripe Atlas, mais Stripe Atlas, ça te fait créer une vraie société au Delaware. Au Delaware, ouais. Mais c'est tout automatisé, tu payes 150 balles, donc ça va. Mais ça, c'est si tu as commencé à gagner des sous et que tu veux vraiment commencer à être un peu carré, tu peux faire ça. En sachant que tu basculeras après, alors, dans ces cas-là, parce qu'il faudra que tu aies une boîte française à un moment, ouais. C'est ça. Et sinon, la meilleure solution pour moi, et parce que je les kiffe et c'est mes chouchous, c'est les Estoniens. Les Estoniens, ils ont créé plein de choses trop bien. Moi, ma société, elle est en Estonie parce que fucked up, le système français, il me saoule. Ça s'appelle, donc c'est une société de comptabilité qui s'appelle Xolo, c'est mes comptables. Ils ont créé un système qui s'appelle XoloGo. Sur XoloGo, tu peux t'inscrire. Il faut juste mettre ton identité. Tu n'as même pas besoin d'être résident pour faire ça. Donc n'importe qui européen peut s'inscrire dessus. Je pense que c'est européen. Tu t'inscris dessus, ça te donne un RIB et un SIRET qui est partagé en fait avec tous les gens qui sont inscrits sur XoloGo. Et à ça, tu as le droit de faire jusqu'à 5 000 ou 10 000 euros de revenus. Et eux, dessus, ils prennent un fee à chaque fois que tu veux retirer l'argent.
C'est une Et sorte c'est de légal. couveuse en ligne. En fait, c'est une sorte de couveuse en ligne, quoi. Une coopérative en ligne, quoi. Ouais. C'est une genre de coopérative. Ouais. Et du coup, tu peux créer un compte PayPal dessus, tu peux créer un compte Stripe dessus, connecté. oui. C'est ce que Shannon a fait. Là, elle, tu vois, il y a 6 mois, donc Shannon, c'est ma copine. Il y a 6 mois, non, un peu moins de 6 mois, il y a 4 mois, elle a fait un e-book pour comment se reconvertir dans le monde du développement. Et cet e-book, en fait, on avait pris le défi qu'elle arrive à vendre quelque chose sur Internet, donc c'était un e-book. Elle a dit, ok, comment je le vends? Faut que je crée une société. Elle était en panique et tout. Je fais, mais non, tu fais Xologo, en 2 minutes, t'as un RIB et c'est fini. Elle s'est inscrite, elle l'a fait, elle l'a mis sur Gumroad, son livre, et voilà, elle a commencé à recevoir des paiements, et à chaque fois, ils prennent un fee sur chaque paiement, mais elle a pu commencer à bosser, tu vois, et elle a pas de société, elle a juste créé un compte qu'elle peut fermer à tout moment en cliquant sur fermer. Ah, mais comme quoi. Enfin, aujourd'hui, créer une boîte, franchement, c'est pas c'est pas la chose la plus compliquée. Du moment que tu vas pas t'emmerder avec l'administratif, t'auras le temps, je te rassure, t'en auras pour ton argent de t'emmerder dans des trucs extrêmement compliqués. Je te rassure, la comptabilité, le social, le RH, si t'as la chance d'avoir des employés, tout ce qui va être avocat aussi, tu vas te faire plaisir, mais ne t'embête pas avec tout ce qui est ça au début. Et c'est ça que je trouvais beau dans le dropshipping, c'est que les mecs, ils sont en mode, pour lancer un shop, c'est pas compliqué. Tu prends un Shopify, tu prends un compte bancaire ou tu prends un Stripe que tu déclares sur un compte bancaire, celui que tu veux, et tu commences. C'est-à-dire, il y a vraiment 3 étapes, tu vois. Ouais. Non mais tout business devrait être aussi simple que ça. Et les mecs qui te disent oui, il faut un business plan, faut un truc comme ça, je dis non. Parce que c'est devenu, c'est la règle. Même si tu n'investis pas d'argent, c'est pour ta compagnie, il faut un business plan. Ouais. Mais c'est quoi cette idée à la con d'avoir un business plan? Ah, moi, les gens qui me disent ça, maintenant, c'est au bûcher, hein, en direct. Mais quelqu'un a déjà créé une boîte sur un business plan? Genre, je me demande toujours, est-ce qu'il y a un mec un jour, ça a marché? Tu sais, il a fait ça et ça a marché. Peut-être que depuis ce jour, on prend cet exemple-là comme officiel. J'en connais pas, tu vois. Tu sais, c'est la CCI qui donne des conseils comme ça. Tu dis, fais un business plan. Mais pour prouver quoi? Mais je pense que c'est le même problème que il y a pas longtemps, je voulais m'inscrire sur une plateforme de freelance aux États-Unis qui s'appelle TopTal, qui est censé prendre les meilleurs freelances du monde, les 3% meilleurs du monde, ou 2% je crois. Et du coup, pour rentrer sur cette plateforme, tu dois faire un test technique, et c'est un test standardisé de la même façon que quand tu veux rentrer à Google ou à Facebook en tant que développeur. C'est un test technique standard qui est ultra dur, qui ne correspond à rien à ce que tu feras jamais dans le monde du développement, qui ne correspond à rien à ce que tu feras jamais si tu travailles chez Facebook ou Google, la plupart du temps, sauf si tu travailles sur de la R&D très spécifique, des trucs ultra durs. Mais quand tu fais des interfaces de Facebook, t'en as pas besoin. Et pourtant, t'es obligé de passer ce test-là. Il y a plein de gens qui échouent. Il y a même des gens qui vendent des formations aux États-Unis pour arriver à passer ce test. Et c'est juste une méthode qu'ils ont standardisée, qui est nulle, à chier, ils le savent. T'as plein d'articles qui en parlent sur Internet où tout le monde dit que c'est à chier. Et tout le monde garde ça. Et le mec de TopTal, du coup, j'ai chié l'exercice, pour te donner un ordre d'idée. J'avais un maximum de 300 points à faire, j'ai fait 25 points. Et parce que de l'algorithmie pure, comme si j'étais un mathématicien qui avait fait un PhD en maths, non, je suis désolé, et j'ai pas voulu m'entraîner à ça, tu vois. Ouais. Parce que je suis un très bon développeur, j'arrive à faire plein de choses, mais faire un truc de tri par date, en même temps par nom, oh là là, ça arrive jamais. Et le fait d'être là-dedans, ça te rend vraiment, ça te donne des missions incroyables, ou c'est vraiment juste l'idée d'être là-dedans? Oui, apparemment, quand t'es dans TopTal, t'as des bonnes missions. J'ai eu des retours de gens qui ont vraiment, ils ont fait, tu vois, moi je suis en tant que développeur en France, je suis à 800 € jour, ce qui est déjà cher. Mais je suis à un plafond de verre, je peux pas difficilement monter au-dessus, sinon je vais vraiment avoir des missions où je vais être obligé d'aller sur place, et ça va être des gros comptes, ça va être nul. Moi je m'adresse plutôt aux PME en général, donc je suis au max, là, les mecs qui sont en PLS quand ils embauchent. Et du coup, aux États-Unis, il y a un peu plus de budget parce qu'ils ont l'habitude de payer cher les ingénieurs. Et du coup, je voulais voir si je pouvais aller là-bas. Et en général, les gens qui vont là-bas, ils font x2, quoi. Ah oui, ah ouais, quand même. T'as Kanye West, il demande son application, c'est là-bas, il va avoir... Non, c'est juste qu'aux États-Unis, en fait, le salaire en général de quelqu'un de... Ouais, là, normalement, je devrais être à 80 000 € en CDI. Et aux États-Unis, je serai à 160, quoi. Ah ouais, putain, ouais. C'est que j'ai des potes qui sont partis là-bas en développeur, c'est assez incroyable. Après, le niveau, le prix de la vie est aussi plus cher. Oui, il est beaucoup plus élevé, ouais. Donc, ça va de pair. Mais si t'arrives à rentrer sur une plateforme américaine alors que t'es pas américain, t'as tout gagné. Parce que toi, tu l'es payé comme les autres, mais t'es pas du tout de là-bas. Ouais, j'avoue. C'est comme quand j'ai le salaire d'un Parisien en ce moment. Enfin, là, plus maintenant, mais jusque-là, j'avais le salaire d'un Parisien, j'étais plus à Paris. Donc, c'est là où tu gagnes. C'est parfait, oui, c'est clair.
Du coup, on va passer sur mes 4 dernières questions finales, je pense, pour Ouais. finir cet épisode qui était vraiment cool et j'ai vraiment apprécié discuter avec toi de tout ça. Je pense que ça a vraiment, je pense que ça va être vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui sont bloqués dans des situations parfois où euh, avec les incubateurs, enfin toutes les choses qu'on a dit qui étaient pas forcément bien et qu'on pouvait faire mieux. Ça Ouais, va mais les aider à les remettre en question. c'est clair qu'on pourrait aller même encore plus loin sur plusieurs sujets. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on vous donne une voie qui semble intéressante et acceptable que c'est forcément le seul chemin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent un peu un truc pas parce qu'ils en ont envie, mais par défaut, parce qu'ils savent pas ce qu'ils ignorent. Renseignez-vous, regardez, il y a plein de choses, il y a plein d'outils qui font que vous n'êtes dépendant de personne. La plupart des gens qui vont en incubateur, c'est surtout parce qu'ils ont peur d'être seuls. En réalité, vous pouvez être, enfin, il y a plein de communautés qui font que vous ne serez pas seul, et vaut mieux avoir des communautés qui sont peut-être spécialisées sur ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, plutôt d'aller dans un incubateur parce que tout le monde y est et ça a l'air cool de l'être. S'il faut faire des apéros cacahuètes, je veux dire, un Vous avez paquet des de potes pour ça, cacahuètes, ça voilà, marche très bien. tu prends un paquet de cacahuètes, du champomier des potes et ça marche très très bien. Et il y a peut-être d'autres choses pour faire ça et d'autres trucs qui peuvent être plus adaptés. Yes. Et du coup, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Est-ce que c'est ça? Ouais, on va dire déjà, tu peux. C'est vraiment le truc de la concurrence, c'est vraiment, regarde pas la concurrence. C'est genre la concurrence, elle est toujours positive. Même Ouais. si t'en dirais pas, elle est toujours positive. Si elle est meilleure que toi, ça veut dire que tu sais où aller, tu sais quoi améliorer. Si effectivement elle est pire que toi, c'est pas ton concurrent. Donc au moins c'est réglé. Tu vois, il y a déjà ça. Et le deuxième point, c'est pas parce c'est pas parce qu'une boîte brille que c'est vraiment. Enfin, c'est pas parce qu'une boîte annonce des choses qu'elle est aussi brillante qu'elle le dit. Ça aussi, il y a tout un truc qui fait que tu rêves de certaines choses alors qu'en fait, quand t'es à leur place, c'est pas aussi beau que ça et c'est plus la merde. Et surtout, je dirais que faire une boîte, c'est surtout apprendre à se connaître. À chaque boîte, je pense que tu grandis et le vrai frein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi-même en fait. Sur beaucoup de points, la vraie problématique qui te fait partir en sucette, c'est de te dire que t'as plus de contrôle et que tu subis. Et c'est souvent le cas dans les boîtes. Je vois beaucoup de gens qui sont en panique. En réalité, c'est parce que très souvent, c'est toi qui fixes tes propres limites et c'est dur de se fixer des limites en vrai. Il y a toujours des excuses qui sont extrinsèques, l'argent, plein de choses. En vrai, ce qu'il faut se dire, c'est que si on crée une boîte, ça ne sert à rien si c'est pour s'enfermer à nouveau. Donc, détends-toi sur la création, détends-toi sur cet aspect-là, prends du plaisir. Tant que tu prends du plaisir, c'est que t'es sur le bon chemin. C'est ça. C'est un peu, j'avais cette conversation avec Victor Laura qui a créé le mouvement Fire en France, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est en gros aux États-Unis, il y a eu un gros mouvement comme ça, le but c'était d'être à la retraite à 30 ans. Et dans la conversation avec Victor, en fait, ce qui me laissait sous-entendre, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était un peu nul comme vision parce que c'est cool, tu vas essayer de générer beaucoup d'argent, mais en fait sur la route tu vas te sacrifier à mort pour essayer de mettre à mort de côté pour qu'à 30 ans peut-être t'arrives à être à la retraite. Sauf que peut-être imagine... que tu vives à 30 ans quoi. Ouais voilà, imagine à 29 ans, tu traverses la route, tu te fais écraser. T'es deg. T'es deg. Et t'es là, il me restait 4 mois avant de prendre ma retraite. Alors je suis pas sûr que t'arrives à te le dire à ce moment-là, c'est plutôt tu commences la réflexion et c'est tout. Ouais. Mais oui, moi je me suis rendu compte, quand mon fils était malade, avec des problèmes de santé assez costauds, c'est là où tu te rends compte de la priorité des choses et les systèmes de priorité que tu te mets ne dépendent que de toi. Finalement, c'est toi qui définis ce qui est important ou pas. Je me dis toujours que j'ai jamais le temps de faire. Si j'étais honnête 5 minutes, c'est que oui, j'ai le temps de tout en réalité, c'est juste que je choisis pas mes bonnes priorités et en fonction de mon caractère, en fonction de ce que je prends comme plaisir, etc. En réalité, la notion de sacrifice, elle est très très personnelle et c'est toi qui décides de te sacrifier ou pas. Et je pense qu'il y a, au lieu de se dire qu'il faut absolument être heureux, avoir une boîte qui réussit, avoir une famille magnifique, etc. Je pense que, en fait, du moment que même si tu fails quelque part, c'est juste cool. C'est pas grave. C'est juste que si t'es mal, essaie pas de le reproduire en permanence, histoire de dire que tu peux t'en sortir, mais ça vient toujours de toi en fait. Tu sais, il n'y a pas de solution à part quand t'as vraiment des trucs, les yeux au cul, une maladie grave ou autre. T'as rarement de cas où le problème il vient de l'extérieur. C'est souvent de toi en fait que ça vient. Oui. Et tu vois, tout à l'heure on parlait vite fait de développement personnel. Moi aussi j'en ai lu plein des trucs et il y en avait plein de trucs bidons. Mais un truc qui m'a vachement plu, c'est
le fait de se sentir responsable. J'avais bien aimé ça dans les trucs de développement personnel, qui dit que en fait responsable, c'est pas dire je prends la responsabilité de tout, c'est est-ce que je suis capable de donner une réponse responsable, tu vois, quand tu découpes les mots. Et du coup, se sentir responsable, c'est que des choses dont tu as la maîtrise. Donc quelque chose dont tu n'as pas la maîtrise, faut pas t'en sentir responsable, c'est pas ton problème et du coup il faut pas en prendre le poids. Mais par contre, ce que tu as la maîtrise, par exemple ton temps, vu que c'est toi qui as le choix, c'est toi qui dois t'en sentir responsable de comment tu l'utilises. Et pas t'en déresponsabiliser. Ce que souvent on fait, on dit j'ai pas le temps, tu te déresponsabilises parce que quelqu'un te le vole, alors que si tu dis je veux pas prendre ce temps-là pour ça, là du coup t'es responsable. Et ça, j'avais trouvé ce concept trop bien et j'essaie de l'appliquer même si c'est dur parce qu'au quotidien on n'a pas appris à faire ça. C'est très dur, t'es sollicité et t'as des choses aussi qui te prennent de l'espace mental même si tu le veux pas. C'est les trucs que t'arrives pas à, tu sais, quand tu vois un truc où, moi c'est le truc des, genre une fonctionnalité, on me dit ouais il y a ça qui marche pas correctement. Tu sais, je me dis, moi j'ai une obsession, c'est le client. Tu vois, le client quand il répond un truc sur le chat qui me dit il y a ça qui marche pas ou il y a ça qui va pas. Tu sais, je peux pas voir la notification et me dire ça va, laisse, tu vois. Les gens qui me contactent ont une réponse en général dans les 5 à 10 minutes. Mais même si je suis aux toilettes, c'est abusé parce que je l'ai sur mon téléphone, tu vois. Et les gens, ils sont en mode, oh, le service client, il est quand même dingue. Ouais, tu m'étonnes qu'il est dingue. Ouais, Je suis en train de chier, mon gars. Non, mais. tu m'étonnes, j'espère bien. D'ailleurs, c'est ça. Ça aussi, il faut le dire aux gens. C'est, si vous n'êtes pas prêt à appeler les 1000 premiers clients que vous aurez, ne faites pas de boîte. Et j'ai eu au moins, vraiment, 1000 personnes par téléphone sur les débuts de ma communauté. Sans déconner. J'ai passé 1000 fois à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je vous laisse calculer le temps que ça prend. Et le pire, c'est que c'est hyper important et que je ne regrette pas de l'avoir fait comme ça. Voilà, juste, ne sacrifiez pas ça, c'est trop précieux et surtout, ça ne coûte rien. Je veux dire, aujourd'hui, un forfait limité, je veux dire, ça coûte 15 balles chez Orange. C'est vraiment. Le seul coup, c'est ton temps à toi, quoi. Et c'est pas. Ouais. Si c'est pour ce que tu veux faire, c'est bien utilisé. Et c'est surtout, c'est prioritaire par rapport à tout ce que tu aurais pu apprendre autrement. Les analytics aussi, bien entendu, mais t'as pas le ressenti des gens. Alors que quand les gens ils sont au téléphone, ils se livrent et ils te perçoivent aussi différemment. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu montes pas une startup, tu montes une communauté. Ça, c'est vraiment important. Non, mais de toute façon, les analytics, c'est bien pour quand tu as du trafic, en fait. Quand tu as beaucoup de gens, tu regardes juste tes tendances. Mais tu regardes pas des tendances quand tu as 4 mecs qui viennent. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, mais tu sais, c'est tout bête. Mais tu sais, t'es tellement formaté à des trucs où peut-être qu'au début, tu te dis pas... c'est important. C'est juste que... Tu sais, ça te paraît évident parce que c'est du bon sens. Mais tu sais... Combien de personnes réfléchissent par elles-mêmes quand elles se lancent? Tu reproduis juste ce que tu as appris. C'est super difficile. Bah oui. Oui, c'est super difficile. Tu vas être tellement en retard pour ton apéro, je te le dis, il est 56. Oh putain. Une citation préférée? Deviens génial de Vald. Voilà. Parfait. Est-ce que j'ai besoin de la détailler? Très bien. Voilà. J'aime quand Non, c'est bon, ils iront écouter la musique. Voilà, c'est ça. Avec le clip, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Ok, et du coup, le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi? Putain, le piège. Qui j'ai envie de voir? Jean Dujardin. Mais ça ne marche pas. Attends, connard. En vrai, c'est mon acteur préféré. J'aurais bien aimé, mais je sais pas s'il viendra. Moi, j'aimerais bien. Il y a deux choses. Il y a Grégoire Gambato, mais c'est un truc très particulier. Il y a le mec, je sais qu'il te répondra pas, mais le mec de tutoriel.com que j'ai rencontré, tuto.com, il est hyper intéressant. Mais le mec, il veut pas faire de podcast ni rien, mais il est hyper intéressant. Sinon, cool. vraiment, et il est, enfin, lui, tu sens qu'il a un retour sur l'écosystème, un retour sur la fame, et le mec, il dit aujourd'hui, je veux plus consacrer de temps sur les trucs qui sont comme ça, parce que tu t'aperçois que au début, t'en as très envie, tu les fais, ça te rapporte rien, et surtout, tu te dis, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps à essayer de plaire à des gens sur lesquels c'est pas ça mon business, c'est pas même pas des clients, tu vois. Ça, c'est un gros truc aussi. Et non, j'aurais dit... tu sais quoi, le mec de tuto.com, je le contacterai, je dirais que c'est toi qui m'envoies, comme ça j'aurais peut-être une chance. Non, mais tu sais qu'il m'a refusé, il m'a dit, moi, je ferai jamais un podcast. Alors, franchement, si tu passes chez toi, tu dis pas que c'est de ma faute. Franchement, je vais me faire défoncer. Non, tu pourrais, à mon avis... c'est Nicolas, c'est ça? Ouais. Il y a Shubham Sharma que je trouve intéressant, que tu devrais interroger parce qu'il est freelance aussi et il y a plein de choses intéressantes. T'as Thomas aussi en... J'ai eu Shubham, je sais pas s'il est sorti, il va sortir, s'il est pas sorti. T'as
Thomas, putain, comment il s'appelle celui qui fait freelance là, Thomas Burbidge. Ah ouais. Que je trouve hyper intéressant. Très très gentil. Enfin, franchement, j'ai eu plusieurs fois au téléphone et tout, super sympa. Qui est hyper smart. T'as aussi, ouais, j'aimerais bien que t'interroges. Ça peut être rigolo, mais je suis pas sûr qu'il le fasse. Patrice Cassard est sympa aussi parce que c'est un maker et tu vois, il est vraiment bidouilleur, ça c'est intéressant. Et t'as aussi le mec de, comment il s'appelle, le mec de Génération Do It Yourself. Mais ça c'est particulier, tu vois, c'est un podcasteur qui interviewe un podcasteur, tu vois. Ah ouais. J'ai perdu son nom, mais oui, je vois. Après, tu peux aussi interviewer... C'est bon, je pense que j'en ai assez. C'est le mec, il fait la liste de gens qu'il voudrait rencontrer dans sa vie. Tu vois, Marketing Mania, tu veux pas? Ah, si, lui... Stanislas Leloup. Mais il est intouchable. Alors, Stanislas, si, mais il m'a déjà répondu. Et il m'a dit ok, mais pas maintenant. Et je crois que je l'ai relancé 2 fois, c'était ok, pas maintenant. Et j'ai un peu abandonné, mais je vais le relancer. Incroyable. Stanislas Leloup, ouais. Passionnant ce mec. Ok, très bien. Eh bien, c'est noté. Maintenant, la dernière question, c'est pour toi. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Sur le LinkedIn, le Facebook, donc AutoTools. Alors pourquoi le Tools? C'était l'ancien nom de la boîte, mais AutoTools c'est resté. Le site auto.fr et il y aura tous les liens dessus sur l'application pour nous rejoindre et la communauté Discord bien entendu où vous allez pouvoir retrouver tous les meilleurs conseils sur les outils no-code, surtout de programmation visuelle. Ok, tu m'enverras l'invite pour le Discord, je la mettrai dans la description, yes. Et puis je le rejoindrai aussi. Carrément. Je te l'enverrai sur LinkedIn. Ok, eh bien top, on va pouvoir terminer cet épisode. C'était vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir... Avec plaisir, j'ai la gorge extrêmement sèche. J'ai mal à la gorge. Pareil, j'ai pas pris d'eau, je suis deg. Ouais, là je l'ai fini et je souffre. Merci beaucoup pour ce temps. Si vous avez écouté ce podcast et que vous l'avez kiffé, envoyez un petit message à Thibaut sur les réseaux, ça lui fera plaisir. Et moi je vous dis dans une semaine pour le prochain épisode. Salut. Salut.